Moi, ma femme, elle me le dit, des fois, elle me dit, ah, vas-y, vas-y, ça y est, tu casses les couilles, va au sport. Belle ref. Tu parlais de complotisme tout à l'heure. T'es dans ces bails-là un petit peu ou... Moi, je sais qu'à tout moment, je peux finir torse nu sur scène en tournée. L'histoire est trop belle, c'est que 2 semaines avant, je dis à ma daronne, ouais, j'aimerais bien faire du cinéma. Ils financent tous les petits films d'auteurs de merde que vous faites. Parce que si c'est dans quelques semaines, frère, vaut mieux avoir les villes. Aujourd'hui, la France, s'il n'y avait pas eu les immigrés, ce serait la Bulgarie. La boule au ventre du paiement refusé, je l'ai eu trop d'années, en fait. Toi, t'es naturel ou tu prends des produits? Mais parce que c'est dur, frère. L'image est aussi importante que le talent de chanteur en soi. Nouveau Chat and Cheat Meal avec Atik. Franchement, ça fait grave plaisir. Bah moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là, les frères. On a faim. On va pas faire une longue intro. Ouais, je propose qu'on attaque. Je pense qu'on a tous faim. Ouais, on a très faim. On vient de se taper une très grosse séance menée par Atik. Elle est déjà sortie la vidéo d'ailleurs. J'espère que vous avez vu et que vous avez mis le pouce. Le pouce d'ailleurs de Ibra. Ah, le pouce bleu. Voilà. ouais, Black and White. Black and White Burger. Et bah écoute, nous on goûte pour la première fois. Bon, j'avoue, j'ai déjà tapé 2-3 frites, c'était bon. Moi aussi. Et donc, juste petite précision, on lui a dit, écoute, après on se fait un cheat meal, en mode chat and cheat meal. Il a dit, par contre, on se fait un cheat meal, les gars, on se fait un vrai truc. Il voulait manger ça, donc vous allez voir, on a pris aussi pas mal de desserts et tout pour après. Parce que, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo training, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, il fait beaucoup de sport, beaucoup de boxe. Là, on a fait un entraînement avec beaucoup d'exercices, aussi en mode endurance. Donc, c'est vrai que quand tu te fais un cheat meal, tu as envie de te faire plaisir, quoi. Bah ouais. À un moment donné, tu me dis, ouais, japonais. Frérot. Japonais, c'est pas assez sale, tu vois. Quand tu fais un vrai cheat meal, tu fais un vrai cheat meal pour de vrai. Japonais, même si tu choisis bien, c'est propre. Tu peux manger ça la semaine et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, en fait, il y a... Comme la base, c'est essentiellement du riz. Tu connais, Ouais, ça fait glucides, beaucoup de glucides. Mais là, on est allé les 2-3 jours dernièrement. On prenait tartare, tu sais. Tartare, saumon, avocat. Ouais, Et sriraché. c'était Sriraché, ouais. Ouais, autrement, c'était péruvien aussi, tu sais. Ils avaient les ceviches et tout ça. Ok. Très, très bon d'ailleurs. On attaque un peu ton actualité. Déjà, niveau musique, toi, tu as sorti là en mars un nouvel album. Ouais, La Vie de Tyler, il est sorti en mars. Là, on a la tournée qui démarre dans quelques semaines. Je sais pas quand sort la vidéo, mais en tout cas, à partir du 23 septembre, je crois, on démarre la tournée. Dans toute la France? Ouais, en fait, on a un concept où on fait 6 dates. Enfin, 6 villes. Et on fait 2 dates par ville. Une date rap dans une petite salle et une date full band avec plus le côté un peu pop pour les plus grandes salles, on va dire. Et ton album, il était en deux albums, quoi. Un côté rap, un côté... Non, en fait, j'ai sorti un projet rap. Ouais. Ça s'appelle La Vie de Tyler. Mais là, je ressors un projet dans quelques temps qui, pour le coup, est beaucoup plus pop. Ok. Et vu que le projet d'avant, je ne l'avais pas défendu sur scène parce que je n'avais pas fait de tournée sur celui-là, en vrai, là, j'ai pas mal de sons que je peux rajouter par rapport à ma précédente tournée et mon répertoire d'avant. Donc, ça va être cool. Ça va pas du tout être le même concert qu'avant et on va bien s'amuser, quoi. Tu as déjà les villes? Ouais, en fait, on passe à... Bah ouais, parce que si c'est dans quelques semaines, frère, t'imagines, le mec, demain, je suis là-bas. Non, on a donc Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Bruxelles. Ok, stylé. Écoute, vous êtes les bienvenus à Lyon où vous voulez. Si T'as capté en fait pourquoi je te posais la question. Après, on fait le transbo à Lyon, je pense. Je pense qu'on fait le transbo. Stylé. En tout cas, le transbo, moi, je l'avais déjà fait sur la précédente, c'était stylé. Et je crois qu'on refait le transbo. Ok, c'est ouais, Villeurbanne ceux qui. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Ça fait du bien quand même, non? Nous. Si ça Ça vous dit, on part. attaque. Petite présentation de toi, rapide, âge, origine, ville. Donc, Atik, rappeur, je vais sur mes 32 ans. Je suis originaire des Yvelines, de la ville de Guyancourt, quartier des Garennes. C'est important, c'est le mec qui dit même son quartier, tu sais. Bâtiment 4. Tu peux sortir de la rue, mais tu pourras pas sortir la rue de nous, tu vois. Donc ouais, origine guyanaise. Quoi d'autre? On va la dire direct, en couple. En couple. Ah oui, en couple marié même. On sait sinon les commentaires, ah ouais, il y a moyen. Ah, commencez pas. Non, bah de toute façon, même si tu es en couple, il y aura quand même des commentaires en disant il y a moyen. C'est vrai. Quel genre d'enfance t'as eu? Quel genre d'enfance j'ai eu? Franchement. Simple et heureuse. Ouais.
J'ai pas une vie qui est très compliquée dans mon enfance. Même plutôt tout ce qu'il y a de plus banal, tu vois. T'as fait quoi comme étude? Non, c'est là où ça commence à devenir un peu spécial. En gros, moi, j'ai arrêté le lycée en cours de lycée. Au moment de passer mon bac, l'année d'avant, j'ai arrêté. J'ai passé le bac en candidat libre. Après, j'ai taffé parce que je voulais pas faire d'études, je voulais juste travailler et faire de l'argent. J'ai repris les études plus tard. J'ai fait des études de sociologie. En même temps que je continue à travailler. Donc, en gros, de mes 18 ans à maintenant, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais eu de période où je travaillais pas. Différents jobs, parce qu'on parlait un peu dans l'autre vidéo. Tu avais bossé à Decathlon, mais tu as eu aussi d'autres jobs un peu différents. Je travaillais, waouh, je fais de la manutention. Je travaillais chez des Decathlon, je fais vendeur chez Zara, je fais animateur en centre de loisirs, j'ai fait livreur de pizza, je travaillais chez Quick. J'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là d'ailleurs. Ouais. À Quick Domino's, j'ai pris beaucoup de poids. Parce que tu as les repas offerts. Voilà, t'as capté. Et en plus, les repas offerts, généralement, c'était toi le dernier équipier, tu te le prépares toi-même. Donc, tu vas mettre un Giant, mais dedans, tu mets 4 steaks. T'as capté? Genre, tu te fais un Giant un peu spécial avec la sauce que tu veux et tout. Bref. Donc, ouais, Quick, tac. Et j'ai fini mes petits jobs par faire de l'hôtellerie, qui est devenu après un vrai job pour le coup. Parce qu'après, même, j'ai évolué dans le monde de l'hôtellerie. J'étais dans la réception, tu vois, réceptionniste. Et après, je suis devenu chef de réception. Et après, en fait, le rap est venu et il m'a dit frérot, arrête l'hôtellerie, en fait. Parce que là, c'est soit l'hôtellerie, soit le rap. J'ai dit le rap. Et genre, parce que jeune, tu avais commencé à écrire, tu rappais. Non, je rappais déjà depuis avant même de travailler, avant tout ça, tu vois. Au lycée, je rappais déjà. Mais quand le rap vient toquer à ta porte en mode là, frérot, ça peut te faire gagner ta vie, tu peux en vivre, bah tu te poses la question, tu vois, tu réfléchis à 2 fois, ouais, c'est ça. Et quand tu étais jeune, tu pratiquais, parce que là, on sait, voilà, tu fais beaucoup de boxe, tu te prépares beaucoup aussi et tout. Tu pratiquais déjà jeune des sports comme ça? Je fais beaucoup de judo. Même compète et tout, tu vois. J'avais un bon niveau. Et avant ça, beaucoup de foot. En gros, j'ai eu 2 sports principaux dans ma vie, même si j'en ai essayé plein. C'est le foot jusqu'à mes 10 ans. Et de mes 12 ans à 16 ans, à 17 ans, j'ai fait beaucoup de judo. En gros. Et la boxe, ça t'est venu après? Ah, bien après, frère. Ouais, bien après. C'est arrivé à 25 ans, la boxe. Quand c'est arrivé, par contre, en fait, moi, j'ai fait de la boxe, pourquoi? Dans mon idée, c'était, ok, j'ai le judo, donc j'ai tout ce qui est sol, projection, machin. Il me faut la boxe, comme ça, après, genre, on va dire 70% de ce qui se fait en MMA, pour pouvoir faire du MMA. J'ai fait de la boxe, je suis resté en boxe parce que j'ai trop kiffé la boxe et que, voilà. Ouais, le MMA, ça te chauffe plus? En fait, j'adore regarder le MMA. J'aimerais bien tester le MMA. J'en ai déjà parlé avec des potes à moi qui combattent et tout machin. Mais après, de là à en faire vraiment, en fait, ça demande trop de temps pour être complet dans tout. C'est ça le truc. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que forcément, toi, tu fais de l'acting, tu as la musique à côté. C'est compliqué de se consacrer, notamment dans un sport comme le MMA qui est quand même hyper exigeant, où tu dois vraiment performer au sol, les projections, la boxe avec les pieds-points. T'imagines, frère? Parce que la boxe, ta préparation physique, l'entraînement. Mais l'entraînement, c'est entraînement de boxe. Bien sûr, tu vas varier les thèmes d'entraînement, ce que tu vas travailler, avec qui tu vas travailler, comment tu vas travailler. Mais imagine de décliner ça sur pied-point, lutte, JJB, machin, grappling. Frérot. Ouais, c'est très très complet. Les mecs du MMA qui sont compétiteurs, je pense que vraiment toute la semaine, ils font plein de sports différents. Ouais, ils ont des sessions uniquement lutte au sol. Ouais, c'est ça. Uniquement debout, enfin ouais. En vrai, c'est trop stylé. C'est juste qu'il faut avoir énormément de temps à consacrer à ça et j'en ai pas assez en fait. Et j'aime trop la boxe aussi. On va pas se mentir, j'adore la boxe. Vraiment, c'est un sport que je kiffe. Je trouve ça trop pur de savoir boxer et tout. Donc, ça demande déjà assez de boulot pour être un bon boxeur. Hein. Et du coup, en boxe, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Franchement, ça dépend des périodes. C'est quoi un peu ton programme? Mon programme dure d'une semaine. Ouais, comment tu répartis? En fait, franchement, c'est impossible de te répondre parce que ça dépend des périodes, ça dépend de si je suis à fond en boxe, si j'ai une salle à disposition, si je sais que ça sert à quelque chose. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je peux me mettre à fond dans la boxe. Mais si je sais qu'à partir de, je sais pas moi, par exemple, dans 10 jours, je vais être pendant 1 mois full busy, que je vais pas pouvoir m'entraîner à fond boxe, en fait, ça va être encore plus frustrant de m'être remis à fond pendant une semaine dans la boxe et en sachant que dans une semaine,
bah pendant un mois, je pourrais pas boxer, donc ça, tu vois, ça va me frustrer. Donc je préfère un peu faire au jour le jour, tout en essayant de prévoir mon planning quand même. Mais on va dire en pourcentage, je pense qu'il y a 30% boxe, 30% cardio et 30% muscu. Et les 10%, tu les appliques à l'un ou l'autre en fonction de la semaine, tu vois. En gros, c'est ça. C'est comme les boxeurs, souvent, juste avant de préparer un combat, ou enfin les sports de combat en général, ils disent, ils savent, ils ont 2 mois ou 3 mois avant un combat, enfin, voilà, ils sont full focus, mais comme tu dis, même eux qui sont pros, toute l'année, c'est vachement dur de garder la motivation quand tu n'as pas une deadline, te dire, ok, là, je vais pouvoir combattre, là. Tu sais que pendant un mois, tu es en tournage, tu peux pas t'entraîner. Tu n'as pas envie juste avant de te buter et tu sais qu'après, tu pars, quoi. Mais en vrai, le pire, c'est que c'est même pas un problème de motivation. C'est juste de pouvoir ou ne pas pouvoir le faire, tu vois. C'est trop dur, frère. Et au niveau de la diète? J'essaie d'éviter ça. Ouais. C'est super bon, mais j'essaie d'éviter. Plus je vais avoir un endroit fixe, genre chez moi, par exemple, mieux ça va être. Genre si je suis chez WAM pendant une période de 2 semaines, mais frérot, t'as vu, moi, mon corps, il met très peu de temps à changer dans le positif comme dans le négatif. Ouais. C'est-à-dire, moi, tu me laisses une semaine et demie au Maroc, par exemple, ça peut se barrer en vrille. Tu vois, je suis en train de taffer, je suis en séminaire, je fais mon album, c'est-à-dire j'ai pas le temps, je m'entraîne pas autant que je voudrais, machin, truc et tout. Ça peut se barrer en vrille. Mais tu me laisses une semaine chez moi avec un rythme où j'ai un peu de taf. Mais tous les jours, je peux aller faire mes 2 entraînements et je vais me faire mes repas moi-même, je vais cuisiner et tout. Parce que moi, j'aime bien cuisiner. Et j'aime bien cuisiner mes repas parce que je trouve ça plaisant de cuisiner mes repas en sachant que là, je sais que je mange un truc qui est exactement ce dont mon corps a besoin. Bah franchement, quand je me cuisine mes repas, c'est lourd, tu vois. Ouais. Donc j'essaie d'avoir… En fait, je sais exactement quand je mange bien et quand je mange pas bien. Je sais… comment dire, je sais articuler un régime alimentaire à peu près. Je suis pas diététicien, tu vois. Mais je sais, besoin, ouais. Je sais ce dont j'ai besoin, à quoi ça va me servir et à quel moment il faut le manger. Par exemple, c'est bien de manger une salade de pâtes. Parce que tu vas manger une salade de pâtes, tu auras des légumes, des trucs, des machins. Mais frérot, ta salade de pâtes, elle va te servir à rien. Si tu la manges à 23 h après l'entraînement, t'as capté? Parce que moi, mon corps, à 23 h, il n'a pas besoin de glucides. Mon corps, à 23 h, il a besoin de dormir. Ouais, t'adaptes par rapport Donc, à ce que toi, tu le ressens. soir, à 23 h, je vais plutôt manger un petit poisson avec des brocolis, tu vois. Ouais. Et le midi, par contre, je me serais fait ma salade de pâtes parce que je sais que je sors de l'entraînement le matin à jeun. J'arrive, tac, le midi j'ai faim, bam, je mange un plat de pâtes et le soir quand je dois envoyer ma séance, j'ai l'énergie qu'il faut, tu vois. Tu t'entraînes généralement à jeun le matin? T'es en jeûne intermittent? Ouais, quand je m'entraîne le matin, souvent c'est à jeun, ouais, souvent. Nous on s'entraîne généralement à jeun. On fait le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on fait pas le petit-déj, tu vois, là toute la semaine et tout, on est ensemble à Paris, bah, ok. On fait pas de petit-déj, généralement on s'entraîne le matin, tu vois, hors tournage, comme là, nous on a fait le training ensemble l'après-midi. Mais sinon, je veux dire, généralement, tu sens quand même mieux. En fait, quand on a appris un peu à l'école, c'était attention, surtout pas s'entraîner à jeun, pas faire ça à vos clients et tout. En fait, tu te rends compte, c'est des conneries, personne tombe dans les pommes. Et au final, tu es mieux, tu n'es pas en pleine digestion, tu as quand même l'énergie. Et le repas d'après, finalement, il est bénéfique. Parce que justement, tu récupères un peu mieux et ça devient intéressant, tu vois. Non, en fait, il est bénéfique, mais il peut te casser. Quand tu n'as pas mangé, tu es parti t'entraîner, tu prends un repas, choisis bien le repas que tu prends. Parce que si tu prends un repas qui est un peu… Trop lourd à digérer. Un peu lourd à digérer et tout, ta journée de travail, elle est niquée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est dur un peu, tu vois. Moi, par exemple, tu me mets un plat de riz après un entraînement à jeun le matin et pas avoir mangé et tout. Photo, à 15 h, je suis plus là. Hein. Tu vois? Mais c'est parce que c'est dur à digérer. Si tu rajoutes en plus de la viande et tout, c'est digestion lourde et tout. Waouh, c'est dur. Mais non, s'entraîner à jeun, en vrai, moi, personnellement, je me suis habitué à ça. Ça m'a jamais rien fait. Au contraire, je trouve ça beaucoup plus plaisant, comme tu dis, de ne pas s'entraîner lourd, de pas être… Parce que moi, il n'y a rien de plus désagréable quand je dois m'entraîner, de me sentir lourd. Parce que forcément, ça réduit le nombre d'activités que je vais faire. Par exemple, j'aime pas faire du cardio quand je suis lourd. Donc, je vais plutôt privilégier de faire de la muscu. Et c'est de la muscu vraiment un rythme que j'aime pas. C'est-à-dire la muscu où tu pousses, tac, tu fais tes trucs, hop, tu prends 3 minutes de repos, 2 minutes de repos. Circuit, ce qu'on fait nous, quoi. Non, mais tu vois, bah, Ouais, ça, non, par mais… exemple, quand tu as bien mangé le matin, tu as pris un gros bol de fromage blanc avec du muesli, des fruits et tout, tu peux faire ça. Mais je préfère aller à la salle, avoir ma boisson, genre, je laisse infuser du citron, de la menthe dans une bouteille bien fraîche. Et vas-y, ça me coupe la faim. T'as vu, s'il faut, je prends juste une banane au pire. Mais en cas de besoin.
Et comme ça, au moins, je sais que je vais envoyer, tu vois. Pour toi, c'est quoi le plus dur? Tenir une diète ou devoir s'entraîner régulièrement? Tu as l'impression de faire plus d'efforts, à faire attention un peu à ce que tu manges, ou pas spécialement, ou tu as plus l'impression de faire des efforts où tu dois dire, bah, Moi, pour moi, c'est la diète. C'est la diète qui est le plus dur, je pense, comme beaucoup. En fait, c'est pourquoi? Parce que la diète, c'est pas une drogue. Moi, j'arrive pas, je suis pas au stade où bien manger, c'est devenu une drogue. Ouais. Moi, je suis au stade où mal manger, c'est une drogue. Que je tente à tout prix de fuir. Alors que le sport, addictif, c'est une drogue. Le sport, moi, c'est une drogue. Clairement, c'est une drogue. Si je vais pas au sport, je suis pas bien. J'aime pas comment je suis. Je passe devant le miroir, j'aime pas comment je suis. Je suis à cran. Moi, ma femme, elle me le dit. Des fois, elle me dit, ah, vas-y, ça y est, tu casses les couilles, va au sport. T'as vu comme ça, tu arrêteras de me casser les couilles un peu, tu vois. Parce que, vas-y, moi, j'ai besoin de ça. Et les périodes où je vais pas au sport, je suis un peu plus compliqué avec les gens, etc. Parce que c'est mon moment à moi. Et puis, ça me permet d'évacuer des mauvaises trucs. Et puis, en plus de ça, bah, y a le côté boxe. Donc, t'imagines, en plus, t'as le côté où, hop, tu vas cogner. Ça va être encore plus un défouloir. Ouais, carrément. Ça, c'est une drogue. Mais la bouffe, bien manger, c'est pas encore une drogue. Donc, pour moi, le plus dur, c'est de tenir une diète. Parce que de base, tu as un physique, tu as tendance à prendre du gras ou tu restes plutôt fin de base? Ah, moi, je prends du gras. Tu prends du gras, donc ouais, tu es obligé de faire attention si tu veux pas prendre trop de gras. Ouais, en fait, moi, je prends facilement du gras, mais je le perds très vite aussi. Ouais, ton corps réagit vite. En un mois, je peux faire plus 5, moins 5. Ok. Je te dis un mois, c'est plutôt 2 semaines. Genre, en 2 semaines, je peux faire plus 5, moins 5. Après, c'est pas une fierté, hein. Ça veut dire, moi, pour moi, si t'as pris plus 5, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. À un moment donné, t'as fait un truc qu'il fallait pas, tu vois. Bien sûr. Mais bon, des fois, ça fait plaisir de faire un truc qu'il fallait pas. Donc, je vous racontais tout à l'heure, quand je suis parti à Dubaï pendant 2 mois, frère, tu sais qu'à la fin, je regardais l'appli et je me disais, qu'est-ce que j'ai pas encore mangé dans les 2 derniers jours que j'ai envie de manger? Parce que le midi, le soir, la nuit, c'était que des repas de fast-food. Mais genre, vraiment, je n'ai mangé que ça. Et dès que je sortais, c'était pour aller manger dans des bons restos, mais dans des bons restos où tu vas prendre genre la grosse truc de viande avec des frites et de la purée, tu vois. Je crois que j'ai dû manger genre 2 salades en 2 mois à Dubaï, tu vois. C'est catastrophique. Et quand je les mangeais, je me disais, ah là, c'est bien ce que tu fais. Et t'as pris combien de kilos? 4,5, 5. Je m'entraînais, frère. Ouais. Ah, Je faisais des 1 heure de montée de marche comme ça, des trucs, tu vois. Pour essayer d'éliminer. J'étais obligé. Et puis après, bon, il fait chaud. Donc tu transpires peut-être plus, donc t'évacues un petit peu plus. Mais en même temps, j'étais vachement sédentaire, moi, quand j'étais là-bas. Genre, en vrai, j'ai pas fait grand-chose, tu vois. En vrai, quand j'étais là-bas, j'ai pas fait grand-chose. Tout l'hiver, là, j'ai passé un hiver un peu de flemmard. Tu bossais un peu sur ta musique, des trucs comme ça, ou vraiment tu essaies de couper? Non, parce qu'en fait, je pouvais pas vraiment bosser de là-bas à part passer des appels, quoi. Ouais. Donc c'était que ça, je passais des appels. Mon taf, c'était de recevoir des appels, avoir des calls, des discussions, mais c'est tout. Ouais, couper Donc, un peu. pas. Mais j'avais besoin de ça aussi pour me dire, je fais une pause. Je prends un moment pour moi, j'ai envie de profiter aussi de ma vie de famille, machin, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. On en parlait d'ailleurs un peu off, tu as enchaîné pas mal de projets, bah, on sait musique, mais tu as aussi fait The Voice en Belgique, donc ça prend du temps. C'était quoi, novembre, décembre En fait, je 2023? savais que j'avais The Voice qui reprenait en mars, parce qu'en fait, j'ai fait novembre, décembre pendant 1 semaine, puis 4 jours en décembre. Mais après, je savais qu'à partir de mi-mars, j'allais reprendre les lives et que ça allait être un rythme intensif pendant 1 mois et demi. Ouais. Donc, je savais que de janvier à mars, j'avais 2 mois un peu off. Ouais, tu voulais couper un peu aussi avant. Ouais, avant voilà, tout c'est ça. C'était cool, hein, mais par contre, c'était tendu. Frère, quand t'as fait 2 mois à Dubaï, t'as mangé de la merde tout le temps, t'es là, tu chill, tu te réveilles à 9h, 10h, 11h, midi, tu te couches à 4h du mat, tu regardes des séries comme ça. Tu vas au sport, bien sûr, tu vas au sport, mais vas-y, frère, en vrai, je faisais une séance par jour. Ouais. Et puis, tu sais, tu manges tellement de la merde que ça te rend sédentaire aussi, tu vois. Quand t'arrives là, tu reviens là sur Paname, on te dit là, demain, t'es en France, après-demain, t'es en Belgique, tu dois revenir en France, mais tu repars le soir même en Belgique, machin. Ouah, c'était physique, hein. C'était physique, mais c'est bien, en vrai, c'est pour ça, on fait un taf de ouf, tu vois, donc c'est... Ouais, mais t'as forcément besoin de moments aussi un peu plus chill, quoi. Bah, par exemple, à The Voice, moi, j'avais des moments, genre, toute la journée, on répète le jour du prime. On répète de 13h30, 14h à 18h. À 18h, il y a la coupure de repas. Okay. Et en gros, vers 19h30, tout le monde commence à s'activer. Et ça y est, quoi, les gars, là, ça va être le live dans 1 heure, quoi, moins d'1 heure. Et bah, moi, au lieu d'aller manger, frère, en plus, c'était Ramadan. Pour la plupart des lives, et bah, je faisais quoi, frère? Je prenais mes affaires, je rentrais à l'hôtel,
Et il comprenait pas, il disait, mais frère, il a 1h30, pourquoi il rentre à l'hôtel? Autant chiller dans les loges de The Voice, tu vois. Je rentrais à l'hôtel, tac, j'arrivais, combinaison de sudation, jogging, tac, tac. Je vais faire 45 minutes, 1 heure de vélo, je reviens à The Voice, j'ai mal au huc, tac, je m'habille, j'arrive sur le plateau, hey, comme ça, tu vois. Mais parce que j'avais besoin de faire cette petite heure de sport. Et peut-être des fois c'était ça, ou des fois c'était après l'émission. Je rentre à 2h du mat, je vais voir le mec de la réception, ouais, tu peux m'ouvrir la salle s'il te plaît et tout machin. Ah, elle est fermée, ça ferme à 22h. Ouais, s'il te plaît, frérot, t'as vu là, je viens de finir le taf, j'ai besoin de. Vas-y, tiens, prends les clés. Quand t'as fini, tu refermes. Sympa. Tu me les ramènes. Tu vois, ça, c'est des bons trucs, tu vois, en vrai. Ouais, donc vraiment, vraiment accro au sport, quoi. Ouais, accro de ouf. Accro de ouf. Accro de ouf. Pendant ma tournée précédente, frère, c'est là où vraiment je me suis mis une déterre. Je me suis toujours entraîné, mais sauf que là, je me suis mis une déterre. En mode, je m'entraînais 2 fois par jour. J'ai commencé vraiment à être un peu plus dans la recherche de quels exercices sont bien, quels exercices sont pas bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis le culte du corps, tu vois, le culte du corps de frère. Moi, je sais qu'à tout moment, je peux finir torse nu sur scène en tournée. Mais j'ai pas envie d'arriver torse nu, les gens ils me filment et ce que je vois, c'est dégueulasse, tu vois ou pas? C'est-à-dire que j'ai cultivé volontairement ce truc de corps parce que aussi, j'étais dans une situation où tous les soirs, je pouvais me retrouver torse nu devant des gens et que ça finissait sur les réseaux et tatati, tatata, et j'avais pas envie de ça. Donc au final, ça s'est plutôt bien articulé, ça s'est plutôt pas trop mal fini pour moi sur cette tournée, tu vois, mais... Et du coup, pour toi, c'est quoi le sport qui fait le plus beau physique? Ou les sports qui font les plus beaux physiques? C'est pas la boxe, parce que la boxe, c'est des physiques qui sont pas esthétiques. Tout à l'heure, on en C'est parlait. physique fonctionnel, c'est pratique. Les- T'as les pas, pecs. t'as pas des gros pecs, L'épaule un peu en avant. t'as des épaules un peu en avant, machin. En vrai, le crossfit, hein. Mais crossfit, c'est de la musculation, tu vois. C'est de la musculation avec beaucoup de cardio et dans un rythme un peu spécial et tout. Crossfit, tout ce qui est les bails de aviron, tout ça aussi, c'est beau. Ah, les mecs, ils ont des corps de ouf. Les gymnastes aussi. Bah, tu vois, les gymnastes, j'aime pas. Ah ouais? En fait, il y a un côté trop. Un peu, je sais pas, un peu court sur pattes. Tu sais, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais Ils sont. Tu sais, ils sont un peu trop, genre, tu sais, ils ont une toute petite tête et un énorme corps, souvent, tu vois. C'est pas très esthétique. Rugby, c'est très inégal. Ouais, il y a de tout. Rugby, t'as des énormes porcs, comme t'as des mecs qui sont ultra bien foutus, genre, tu vois comment ils sont. Tu sais, ils sont bien taillés et tout machin. Judoka, c'est pareil. T'as de tout en fait dans les sports. T'as même des boxeurs qui sont hyper bien foutus, genre qui sont genre vraiment ils ont des corps et tu te dis frère voilà c'est abusé. De plus en plus quand même dans tous les sports, tu vois ce qu'on dit rugby, c'est de moins en moins vrai. Où tu regardes maintenant le très haut niveau, c'est des machines. Avant il y avait des gros blocs, tu vois, un gras avec un gros beat, maintenant c'est exclu. Boxe, maintenant les mecs ils arrivent, ils sont quand même taillés. Au rugby, on a toujours des gros là, non? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a toujours des mecs. J'ai l'impression. Avant il y Les a. demi de mêlée, il y a quand même des mecs frère, demi Après de c'est vrai mêlée. que leur poste, on leur demande pas spécialement d'être athlétique, tu vois. Tu vois, c'est comme au foot US. Foot US, t'as Ouais. des mecs, c'est des monstres et t'en as, c'est juste des énormes buffles qui ont une force surhumaine. C'est ça que je voulais te demander, moi. Vu que tu as dit en septembre, tu repars en tournée. Est-ce que, genre 2-3 semaines avant, tu te prends une diète bien stricte, sport et tout, pour arriver aussi encore un peu plus sec, un peu plus découpé sur Oh, scène? Avant ça même. Ah ouais, avant tu fais ça, une ouais. vraie prépa. En gros, ouais, avant ça. Faut que je m'y mette 2 mois à l'avance. Ah ouais. Pour arriver, même si là, en vrai, t'as vu, moi, par exemple, j'ai plus envie de me mettre torse nu dans mes concerts et tout. Parce qu'en fait, c'est devenu un truc bizarre. Genre, je démarre le concert, et tu sais, au bout de quelques dates, tu postes des stories à chaque fois de tes concerts, et puis les gens, ils voient, machin, truc, comment ça se passe et tout. Puis les gens, des fois, ils viennent à un concert, et puis ils reviennent à un autre, et ils reviennent à un autre. Frérot, des fois, je rentrais en concert, une chanson, waouh! Enlève ton t-shirt! Comment enlève ton t-shirt, frère? Genre en mode, tu sais, moi je l'enlevais des fois à la fin parce que j'avais trop chaud, j'avais transpiré de ouf, c'est la fête, c'est les derniers morceaux, Ouais, machin, ouais. on envoie tout et tout. Frère, je viens de commencer le concert, tu me dis enlève ton t-shirt, mais t'es un ouf toi? T'as pris pour un bout de viande, tu sais. Non mais bah voilà, c'est ça. Un Chippendale. Donc du coup, vu que je suis pas un Chippendale, bah en fait à un moment donné j'ai grave arrêté, j'ai dit bah je vais juste rester comme je suis parce que j'ai pas envie. Et je pense que même sur la prochaine tournée, je vais pas le faire. Maintenant, au cas où, j'ai juste pas envie de, au cas où, me retrouver dans une situation où je suis dégueulasse. Et en vrai, même, t'as vu, pour ma condition physique, mon bien-être personnel, de pouvoir me regarder dans le miroir et me dire, ah ouais, c'est cool ce que je vois. Tu vois, tout ça, dans tous les cas, je préfère partir en prépa. Je serai plus à l'aise sur scène. Moi, quand je suis sur scène, frère, je bouge t'es en meilleure partout. forme aussi, ouais. Je suis comme ça. Tu
C'est un essuie-glace, C'est frère, physique tu de vois, ouf, c'est... C'est quoi pour toi le plus physique? C'est genre, quand t'enchaînes comme ça les concerts, on va dire le plus dur. Physiquement, psychologiquement, quand t'enchaînes les concerts ou un tournage un peu là comme t'as fait l'année dernière. Ça, c'est une bonne question parce que les deux sont très durs. Je dirais que les journées de concert sont moins fatigantes. Ah ouais? Parce qu'en fait, moi, je fais c'est pas... réputé quand même super dur. Ouais, mais je fais pas de balance. Je veux dire, moi, mon effort, il dure 1h30. Journée de tournage, ton effort, il dure tant de minutes répétées sur tant de fois dans la journée et avec beaucoup d'attente, mais de l'attente qui est pas forcément confortable. T'es pas chez toi, t'es pas, tu vois. Là, moi, en vrai, le concert, c'est la journée de concert, c'est, je sais pas, si on arrive à 8h du matin, je me lève du tourbus, je vais prendre le petit déjeuner, et puis après, bah, je peux retourner finir ma nuit, ou je vais aller au sport, et puis après, je fais une petite sieste dans l'après-midi, et puis je vais me balader un peu en ville, et puis après, arrivé à 20h, là, je suis de retour à la salle pour faire le concert. Et à 22h30, j'ai fini, je vais faire 1 heure de photo avec les gens, et à minuit, je suis dans le tourbus, douché, prêt à passer la soirée avec mes potes jusqu'à 2h du mat, on va à galerie, fumer mes 2-3 charbons et basta. C'est pas ultra physique non plus, tu vois. C'est intense, l'enchaînement des différentes dates. Le concert, ouais, l'enchaînement des dates est intense. Le concert en soi, il est intense. Après, ça va. Il y a peut-être aussi le fait que tu as une bonne condition physique aussi, quoi. Ouais, c'est là où c'est important. Bah, avoir une bonne condition physique, de toute façon, ça aide forcément. Hein, tu vois, t'as plein de gens qui vont... À un moment donné, ils vont faire une tournée ou deux, et puis après, ils vont se mettre en condition pour la troisième parce qu'ils vont se dire « Ah, j'ai pas kiffé les deux d'avant parce que j'étais pas prêt. » Tu tiens pas, ouais. C'est dur, et puis même tu peux te blesser, tu fais des faux mouvements, tu vois. Tu sais, ton corps, quand il est pas fonctionnel, il est pas fonctionnel, tu vois. Après, tout dépend de comment tu te comportes sur scène. Si tu as envie de bouger, tu bouges. Si tu n'as pas envie de bouger, bah, tu t'en fous d'avoir un corps qui est ultra fonctionnel, tu vois. Moi, je sais que, frère, j'escalade, je saute partout, je saute dans le public, je ressaute sur scène après pour remonter, tu vois, c'est un Wistiti, quoi. Moi, je frérot, parce que là, tu nous laisses manger. C'est toi qui as pris ça, quand même. Après, je te cache pas que ça, c'est vraiment en plus mon péché mignon. C'est pour ça que je l'ai pris, ça a l'air incroyable. Là, maintenant, là, je dis ça a l'air incroyable comme si je connaissais pas par cœur le goût, tu sais. Bah là, pour l'instant, j'ai mis que du beurre de cacahuète. 2 sur le bouchées, premier. t'as le diabète et du cholestérol. Il y a tout dedans. Ça te chatouille la gorge. La balance, elle t'appelle, elle te dit frérot, tu joues à quoi? C'est comme le banquier. Excusez-moi, on a un problème avec votre CB, là, on a vu un paiement, c'est vous? Ouais, c'est moi. Ah, bah faut faire attention. Et là, c'est dur en plus, c'est que quand t'en fais un comme ça, un repas vraiment chill, tu manges n'importe quoi. C'est dur en fait, si tu reprends pas très vite un rythme normal, Ah oui, c'est pas que tu demain, commences à etc. enchaîner. Tu remanges de la merde demain, ton cerveau est vrillé. En fait, le problème, c'est pas le cheat meal, c'est le deuxième repas d'après. T'as vu le repas d'après là? Si le repas d'après, tu te remets pas tout de suite en mode je fais attention parce que ça va jamais tuer ton système de concentration diététique, si tu vois ce que je veux dire. Ça va pas te tuer. Un cheat meal, c'est rien. Mais deux, C'est ça. Michael B. Jordan, quand il faisait sa préparation pour Creed, j'ai suivi tout son programme, genre j'ai regardé tout son programme, c'est incroyable. Et bah tous les dimanches, il avait une journée où il mangeait ce qu'il voulait. Ah ouais. Toute la journée, il faisait ce qu'il voulait. Mais sauf que frérot, fallait voir ce qu'il faisait du lundi au samedi. Hein. Oh poteau. Parce que la métamorphose physique qu'il a eue, lui, c'est impressionnant. J'en ai rarement vu comme ça dans le cinéma, tu vois. Après, les acteurs américains Oui, ils sont... prennent aussi des produits. Ouais. Moi, j'avais fait une vidéo dopé, pas dopé. Et il disait, pour moi, c'est possible, c'est naturel, parce que c'est un mec qui a quand même très souvent eu un très beau physique. Jeune, il avait une bête de physique. Et c'est vrai que tout le monde me disait dans les commentaires, mais non, mais t'es un fou, il est dopé, il est dopé. Je connaissais pas toute sa carrière, mais apparemment, il a eu une transfo très rapide. Ouais. C'est quoi très rapide en fait? C'est En ça que les deux- gens ils en comprennent 2 pas. mois. C'est que ça se trouve, Creed, il a été tourné, il est sorti 3 ans après. Ouais, il y a ça aussi. Donc en fait, tu vois, genre entre le 1 et le 2, si les gens ils voient une transformation entre le 1 et le 2, il y a peut-être 4 ans qui se sont écoulés Ouais, entre ouais. le 1 et le 2, tu vois. Donc, en fait, ça veut rien dire, on peut pas savoir. Parce qu'avant Creed, personne connaissait vraiment le physique de Michael B. Jordan par Ouais, cœur. c'est vrai. Mais il est plus fin dans le 1, et c'est vrai que dans le 2, il a pris de la masse. En fait, je pense que les gens, ils jugent ça, c'est de se dire, il s'est Et préparé. tu sais que en prendre de 2-3 la mois. masse, si tu t'entraînes bien, en vrai de vrai, en 6 mois, tu prends de la masse. Hein. Et puis je te dis, lui, il a quand même un physique. Je veux dire, il est pas maigre non plus dans le 1, il a pas de gras, tu vois, il a quand même une bête de physique de base, tu vois. Oh, mais toi, dans la vidéo, tu dis que tu penses qu'il est pas dopé. Non, moi je disais que je pense qu'il est pas dopé, mais c'est les gens, tout le monde me dit, mais t'es un fou, il s'est changé. Il a changé en 2-3 mois, mais comme il dit, en fait, moi je sais pas, j'avais pas suivi, tu vois. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que ce soit le physique d'un mec qui est dopé. Maintenant, je peux me tromper.
Non, en tout cas, c'est un physique potentiellement atteignable naturellement. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'en boxe, les gens de la boxe aux États-Unis ont dit qu'il avait le niveau pour faire des combats semi-pro. Ah ouais? Ah ouais? Parce que le mec, il s'est tellement entraîné pour ce rôle que. Et puis il a tourné avec des vrais coachs emblématiques de la boxe mondiale et tout. Il est respecté, frère. Il est respecté, et pas parce que juste il a mis la boxe en lumière. Aussi parce qu'il a été au fond de la démarche de ça, tu vois. Stylé. Hein. Donc après, dopé, pas dopé, moi je pense pas. Maintenant, je suis pas dans son. Je suis pas dans son, dans son armoire pour savoir il y a quoi comme type de produit, tu vois, ou quelle piqûre il se fait dans sa salle de bain. Mais en vrai, je pense pas. Et puis, On en parlait tout à l'heure, mais en parlant de ce film-là, tu kifferais jouer un boxeur, un film sur un boxeur. Ce serait un de tes rôles préférés. ouais, bah oui, parce que clairement, en fait, ce serait une manière d'allier un peu de deux passions, tu vois. Parce que demain, si je dois préparer un rôle, Bah, tu vas boxer. bah voilà, je vais boxer. Donc en fait, je vais pouvoir. Ça fera partie de de mon. ouf. En fait, t'as vu, moi, cette discussion-là, je l'ai 1 milliard de fois avec ma femme. C'est. En fait, elle comprend pas que le sport fait partie de mon travail. Elle me dit, mais toi, t'es un ouf, toi. T'es un artiste, t'es pas un sportif. D'où le sport, ça fait partie de ton travail. Elle me dit, tu vas au sport une fois de temps en temps, une fois par. Mais t'es un ouf de vouloir aller 2 fois à la salle. Tu vas à 23h, tu y es allé à 8h ce matin, tu y retournes à minuit. Genre, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, je lui dis, mais tu comprends pas que l'image, au-delà du côté équilibre personnel, besoin de faire du sport et tout, l'image est aussi importante que le talent de chanteur en soi, tu vois. Et ce serait une manière tellement folle de pouvoir allier ça et que vraiment ça devienne une excuse valable que je puisse dire à ma femme, mais c'est mon travail, je prépare un rôle. Je dois aller au sport 2 C'est fois dans un la film journée. sur un C'est boxeur-chanteur. un film sur un boxeur, je dois aller au travail, tu vois. Et en vrai, ça serait kiffant. Ça serait kiffant parce que je sais que demain, si tu prépares un film sur la boxe, tous les mecs que je connais qui ont fait ça, bah frère, c'est des entraînements intensifs où tous les jours, ils ont des entraînements. Mais moi, tu me donnes ça, je suis le plus heureux du monde. Je suis... Il va arriver le premier jour, on va dire non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, on t'a vu boxer. Non, mais il faut que je m'améliore. Bah, après, de toute façon, tu peux toujours t'améliorer. Puis en vrai, je suis pas très fort en boxe, loin de là, tu vois. Donc forcément, il y a 1 milliard de progrès à faire. Mais ouais, ce serait kiffant de pouvoir faire un film sur la boxe. Au-delà du fait de s'entraîner, même juste de faire un film sur la boxe, ça donnerait de la lumière à la boxe qui aujourd'hui en manque assez, tu vois, parce que le MMA a pris beaucoup de place. film sur la boxe. Bah, Kassovitz, il en a fait un. Ahmed Silla, il en a fait un. Ah ouais? Ouais, il en a fait un où il joue un boxeur. je savais pas. Il est bien? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je sais qu'il s'est entraîné au Muro avec Bam l'héritage, avec Aziz Alab, je crois. Ouais. C'est une équipe, tu vois, il y a un coach là-bas qui est connu. Et d'ailleurs, moi, je me suis entraîné aussi chez son frère. Donc, ouais, il y a ça. Mais après, en boxe, en France, il n'y a pas tant de films que ça. Hein. Puis j'ai l'impression qu'en fait, souvent, les films de boxe, c'est un peu des trucs blockbusters. Et du coup, comme en France, on ne sait pas trop faire les blockbusters, Ouais, frère. Soit on fait la boxe en mode film social, soit vaut mieux pas le faire, tu vois. Et lui, je crois que, j'imagine, Ahmed Silla, ça doit plutôt être une comédie ou peut-être un drame social un peu drôle quand même, comédie, tu vois. Donc, il n'y a pas ce côté action blockbuster comme dans Creed. Parce que Creed, c'est impressionnant. Tu sais, au fur et à mesure, entre Creed 1 et Creed 3, les mouvements de caméra, la manière de boxer, les trucs, c'est de plus en plus réaliste. T'as vraiment l'impression d'être devant un combat, tu vois. Et surtout, tu dis les coups, ils étaient réels. Tu vois des fois l'impact et tout, tu dis c'est pas possible, ils l'ont faké. Enfin, je veux dire, je pense qu'il a pris des vrais coups. Je crois qu'il y a une histoire que, je sais pas si c'est dans Creed. En fait, je sais pas si c'est dans Creed ou dans Rocky, mais il y a une histoire où Stallone, il a pris un coup, un vrai coup, et genre ça l'a vraiment couché en mode, Ah ouais? il a vraiment pris un KO, je crois. Mais genre KO, hôpital et tout, je crois. Hein. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'il y a eu une histoire comme ça. Je sais pas si c'est dans. Ça m'étonnerait que ce soit dans Creed parce que Stallone, frère, dans Creed, il y a déjà 70, 75 balais. 75, ouais. Ouais, mais en tout cas, ouais, il y a une histoire comme ça, je crois, où Stallone, il a pris un coup bien sévère. On parlait aussi de dopage. Toi, t'es naturel ou tu prends des produits? Si tu demandes à Marvel Fit, il va te dire que je suis dopé. Ah ouais? Il a dit sur toi? Ouais. C'est vrai? Il a fait une vidéo, il analyse mon corps alors qu'il m'a jamais regardé et il dit ouais, c'est pas possible, il est passé de ça à ça, donc il est dopé. Déjà, frère, t'as pris 2 vidéos avec 4 ans d'écart, de une. De 2, en vrai, j'ai passé une journée de tournage complète, donc évidemment qu'une journée de tournage complète où le clip, c'est moi qui enchaîne des exercices de sport en train de rapper,
bah, à la fin de la journée, sur le plan que tu montres, qui arrive au dernier plan de la journée, forcément, je me suis entraîné toute la journée, je suis en full congestion congestionné de ouf, et j'ai ouais. des veines de partout. Ok. Donc non, je suis totalement naturel. Encore heureux parce qu'avec le physique que j'ai, si j'étais dopé, ce serait inquiétant. Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être changer de produit, tu vois. Non, ça veut rien dire. C'est en fait pour ça que c'est toujours dur de juger quelqu'un est-ce qu'il est dopé au naturel quand tu connais pas. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, pour Michael B. Jordan, c'est que si tu sais pas combien de temps il s'est entraîné, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il mange, le mec il voit un avant, un après, il dit oh, il s'est chargé. Et il y a des mecs, tu vois, bah, je veux dire, ils ont juste déjà des très bonnes bases, ils s'entraînent très bien, ils mangent bien. Et comme tu dis, si tu as 2, 3, 4 ans d'écart entre. Enfin, forcément, tu peux changer. Mais imagine le mec qui a une hygiène de vie qui est catastrophique. Et du jour au lendemain, il se réveille, bam, je vais bien manger, je vais m'entraîner 2 fois par jour, 5 jours sur 7, machin. Transfo de ouf. Frérot, de ouf. mais transfo de malade, frère. Et c'est obligatoire que tu vas avoir une transfo de malade. Ça veut pas dire que tu es dopé. Ça veut juste dire que tu avais un niveau de vie qui était tellement catastrophique avant, d'hygiène de vie qui était catastrophique avant, que forcément ce que tu vas faire, ça va te faire level up, mais genre beaucoup plus qu'un mec qui avait une hygiène de vie qui était correcte et qui va un peu level up son hygiène de vie. Là, le mec, il part de tellement bas que forcément l'écart et le gap, il est énorme, tu vois. Puis il y a plein de choses qui rentrent en jeu, l'âge, la génétique. Mais la génétique, moi par exemple, il y a des mecs qui vont regarder mes jambes, ils vont trouver ça injuste. Parce que leur max au squat, moi je ne m'entraîne jamais, mais jamais, jamais, jamais au squat. Ah ouais? Je ne fais jamais de squat. Le jour où je me mets à faire des squats avec des potes à WAM qui s'entraînent toutes les semaines au squat, je peux les fumer alors que je ne m'entraîne jamais. Ouais, toi ton point fort c'est les jambes. Mais j'ai des énormes jambes. Par rapport à ma taille, ma morphologie, c'est d'avoir des grosses jambes. Ce qui est hyper désagréable quand tu dois t'habiller. Tu vois, c'est pas très agréable, c'est pas très esthétique. Mais j'ai des quadris qui sortent naturellement, machin. Mais par exemple, moi, naturellement, j'ai 0 pec, frère. Donc, Ah, mais tu dois t'imagines, savoir ses points forts. moi, j'ai des potes à moi, ils ont des gros pecs. Pourtant, on les met, eux et moi, sous la même barre. Ouais, ils sont n'y moins arrivent forts. pas. Ouais. Mais ils ont des pecs qui ressortent beaucoup plus. Et moi, à la base, j'ai pas de pecs. C'est-à-dire le travail que j'ai dû faire pour avoir un tout petit peu de dessin, il est long de ouf, tu vois. Genre c'est là où c'est cruel la génétique, c'est que tu as des gens, ils vont avoir le point fort que toi tu veux, sans forcer, mais toi tu vas avoir le point fort qu'eux ils veulent. Par exemple, j'ai des potes à moi, ils s'entraînent de ouf, mais ils n'auront jamais les épaules que moi j'ai. Alors que Bon, après, je bosse beaucoup les épaules sur la boxe aussi, ça joue, tu vois. Mais tu vois, ça dépend des gens en fait. Moi, je considère que j'ai pas une génétique qui est hyper avantageuse, mais elle est plutôt positive que négative quand même. Dans le sens où je peux facilement prendre du poids, mais facilement en perdre. Mais en même temps, je mange. Entre avant le repas, après le repas, tu as l'impression que c'est pas la même personne parce que mon ventre est fait comme ça. J'ai de l'air dans le ventre à mort, j'ai l'air gros, tu vois. Pas de concert après manger alors. Ah, moi, quand je fais mes concerts, je suis à jeun toujours. Je suis toujours à jeun. À jeun de ouf, ouais. Ah ouais, même le soir? Ouais, le soir, je suis à jeun. Moi, quand je faisais ma tournée précédente, je pense que je mangeais le matin ou le midi un truc vraiment très léger, genre une petite salade vraiment léger. Et jusqu'au soir, je mangeais pas, juste je buvais. Et le soir, par contre, après le repas, après le concert, c'était toujours le même repas. En fait, on commandait, les salles, ils demandent qu'est-ce que vous voulez dans votre loge, qu'est-ce que vous voulez machin. Nous, c'était toujours la même chose. Repas, tatati pour l'équipe, on s'en fout. Dans la loge d'Attic, des fruits secs, de l'eau, de la Volvic citron, machin truc. Et pour le repas du soir, vous voulez quoi? Poulet, brocoli sans sauce. Tous les soirs, le même repas pendant la tournée. Ouais. Ouais, donc ça veut dire, parce que ce qui est dur en fait quand tu as la fatigue, le travail comme ça, c'est de quand même rester à manger propre. Parce que forcément, tu sais, quand tu sors d'un concert, t'es épuisé. Attends, excuse-moi, mais tu mangeais salade le midi ou rien? Et le soir, poulet, brocoli. Jamais de glucides pendant toute la tournée. T'as capté? C'est catastrophique, frère. Et t'as fini comment? C'est catastrophique, frère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est là où j'ai réalisé que… En plus, il n'y avait pas de gras, quoi. Non. Tu vois, si tu me dis tu manges pas de glucides, mais tu manges gras. Saumon, non, avocat, bon. C'est là où, en fait, de temps en temps, il y avait un petit poisson gras, genre un saumon ou un truc comme ça. Mais de manière générale, il y avait très peu de glucides. Genre peut-être un repas sur 5, tu vois. Ok. Donc c'est pas bon. Il n'y a pas d'équilibre dans ça. Et c'est là où je te dis, genre, T'es souvent dans les je extrêmes. suis en constant apprentissage et il faut apprendre, tu vois. Et en fait, moi, j'ai vu les avantages de ça. C'est-à-dire que j'étais très sec. Ouais. Mais le contre-coup, c'est que quand tu t'entraînes, tu es souvent au bord de la rupture en termes d'énergie. T'es un peu plat, tu te sens un peu vide, ouais. Bah en fait, non, t'as pas d'énergie, quoi. Tu fais tes séries, tes trucs, tes machins. Et moi, je m'entraînais vraiment, genre, je poussais. Je poussais, genre, vraiment, je tirais.
Mais en fait, tu vois à un moment donné ta courbe de progression, elle fait comme ça et après, hop, elle stagne. Parce que ton corps, il n'a plus les apports nécessaires pour pouvoir t'amener au step supérieur. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des fois où, par exemple, j'allais bloquer à, je sais pas moi, j'allais bloquer à 19 ou 20 tractions max. Alors que si j'avais pris des glucides peut-être la veille, bah ça se trouve, j'aurais envoyé 22, tu vois. 23, 24. C'est juste ça en fait. Donc faut trouver un équilibre. C'était pas carré. Évidemment, faut pas que les gens fassent ça quand ils font leur diète, tu vois. De toute façon, en vrai, la meilleure solution pour faire une diète, c'est de suivre un diététicien ou quelqu'un qui est orienté par un diététicien, tu vois. Couper. La meilleure solution, c'est d'acheter un programme Body Time et vous suivez ce qu'on vous dit de manger. Voilà, mais parce que vous savez, vous avez des connaissances là-dedans. Vous avez été encadré par des gens. Mais tu as raison, dans le sens où, en fait, si tu n'as pas de grosse base, c'est important d'être suivi. C'est vrai que nous, la diète, on la met aussi dans les programmes de sport. Au tout début, en fait, c'est vrai qu'on faisait toujours valider par un diététicien. Et je t'avoue qu'en fait, on n'était pas forcément toujours d'accord avec les diététiciens. Mais tu te rends compte que c'est quand même hyper important. Et le mec, s'il fait que du sport, mais qu'il mange mal, et ton exemple, par exemple, à Dubaï, tu n'auras pas une progression. Même si le mec part très loin, tu n'as pas une bonne progression. Et surtout, c'est leur apprendre, en fait, à aimer à manger sainement. Comme tu dis, on a tous envie quand même de sucre, de gras. Mais c'est quand même apprendre petit à petit à manger sainement, à prendre du plaisir. Ça n'empêche pas de temps en temps de se faire un cheat meal et voilà. Non, tu peux kiffer. Mais par exemple, moi, je sais que il y a 1 an et demi, j'ai pris un pote à WAM entre 4 yeux. C'est un mec, je l'ai connu, il a toujours fait 85, 90 kilos. Et ces dernières années, il a eu un petit accident, un gros accident de scooter. Il s'est relâché, machin truc. Bref, le mec fait 120 litrons. C'est un beau relâchement. Ouais. Je lui ai parlé entre 4 yeux. Je lui ai expliqué, sauf que je l'ai fait plein de fois. Et un jour, vraiment, j'ai pris 2 heures. Et tu sais, c'est long. Tu parles à quelqu'un pendant 2 heures et tu te dis, ça se trouve, ça va apporter 0 fruit. Le mec, il va s'en battre les reins. Demain, il va retourner manger au grec et tout. Ça a marché. Et je lui ai dit, OK. Donc, le plan, c'est quoi? Tu vas faire exactement tout ce que je te dis. Prends tes placards, enlève tout. Ouais, c'est important. Enlève tout, vide tout. Parce que là, il n'y a quasiment rien que tu vas pouvoir garder. Ouais, la tentation, c'est dur. Et le mec, il m'appelle, il va faire son caddie. Il me dit, regarde, j'ai pris ça. Et je fais tout son caddie avec lui en FaceTime. Et je lui fais tout son caddie, tac. Bah, frérot. Et je lui dis, voilà, à la salle. Ouais, qu'est-ce que je peux faire à la salle? Parce que le mec, il sait, mais en même temps, il sait pas. Le mec, il a toujours fait du foot, il a toujours eu un bon cardio. Ouais, mais aujourd'hui, il n'arrive même pas à courir, frère. Il a pris du poids, les genoux, ils vont lâcher, machin. Tu sais, c'est pas bon, tu vois. Et bah, au final, je lui ai dit, t'as vu, en vrai, la muscu, c'est bien. Oriente d'abord plus sur le cardio. Tu fais du 70-30. Après, tu pourras 80-20. Après, tu pourras descendre et mettre un peu plus de muscu dans ton programme et tout et tout. Donc, je lui ai donné des exercices de cardio. Au début, pour pas choquer les articulations, du vélo, de la marche en côte, parce qu'il y a beaucoup moins d'impact violent, parce que c'est pas de la course, tu vois. Frérot, le mec, en 5 mois, moins 30. T'as capté? Il a fait un moins 30 en 5 mois. C'est mon premier cobaye qui a accepté. Parce qu'avant ça, j'ai eu que des cobayes qui voulaient pas tenir ou qui s'en foutaient ou machin. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir des gens qui viennent me voir. En vrai, ce que vous faites, c'est ultra gratifiant pour vous. Je pense au quotidien de voir qu'il y a des gens qui vous disent, grâce à toi, j'ai changé ma vie. Et wallah que c'est pas peu de le dire, la vie de ma mère, que quelqu'un qui perd 20 ou 30 kilos dans sa vie, tu lui changes sa vie. Parce que le mec qui se trouvait un peu chum, la meuf qui se trouvait un peu chum, ou qui avait juste des problèmes de santé liés à un surpoids, bah demain, elle peut marcher, elle peut courir, elle peut faire des balades en vélo, elle se trouve plus belle, elle peut rentrer dans des robes dans lesquelles elle rentrait. Ça joue sur tous les aspects de ta vie. Les gens qui disent pas… Nous, on avait un client et je l'avais suivi un peu sur 1 an et tout. Et dis-toi, il faisait 180 kilos. Au bout d'1 an, il était passé sous les 100 kilos. Donc, je veux dire, et c'est un mec de Paris, d'ailleurs, Karim. Je veux dire, il avait une grosse masse musculaire et tout, mais déjà au bout de 3-4 mois, il me disait, je vois le regard des gens, il change. Parce que quand tu fais 180 kilos, t'es le copain gentil avec qui il travaille, tu vois, les filles. Quand je veux dire, il est beau gosse, il commence un peu à s'affiner et tout. Il me disait, mais tu sais, les regards, ils changent trop. Et petit à petit, d'ailleurs, il est papa maintenant, tu vois, il est marié. Et je veux dire, c'est pas juste parce qu'il a perdu du poids et s'est marié, mais parce qu'en fait aussi, tu retrouves un peu plus confiance en toi. Frérot, t'as vu l'assurance d'un mec qui est musclé ou qui est bien dans sa peau? Bien sûr. Ça n'a aucun prix. C'est incroyable. Le regard des autres, il changeait aussi parce que lui, il avait une attitude différente, parce que il avait changé aussi. Lui-même, son regard pour lui, il avait changé en fait. Bien sûr. Donc quand tu te regardes différemment toi, forcément le regard des gens, il change aussi. Et là, on voit aussi, c'est les gens qui se transforment. Tu sais, on a plein de vidéos de personnes au début de leur transformation, le premier jour et le dernier jour. Et tu vois que
au niveau de la posture, comment ils se tiennent, la coupe, tu vois, les dernières coupes, ils Gros, sont mis au max en fait. Le mec qui est négligé physiquement dans son corps, souvent, c'est pas lui qui va aller chez le barbeur Voilà. tous les 10 jours, T'as capté. faire la barbe, faire les Les cheveux, avoir une sapes, coupe propre, tu vois. avoir des. Mais parce que c'est dur, frère. Quand t'es gros et qu'on parle de vraiment de gros obèses, en obésité morbide, où c'est dangereux pour ta vie, Ah, c'est vrai. frérot, va trouver des vêtements stylés que tu vas porter, à part si t'es Rick Ross, frère, et que tu fais tout sur mesure. Mais sinon, comment tu vas faire? Tu peux pas, frère. Tu vas aller C'est t'habiller dans les magasins grande taille. Tu vas trouver des trucs. Ouais, c'est moins Tu sais, beau, parce c'est qu'en pas vrai, la tu vas mode. chez. Moi, chez Uniqlo, par exemple, je cherche des t-shirts double XL, il n'y en a pas. C'est que sur le site. Tu peux commander jusqu'à 3 ou 4 XL, mais que sur le site. Mais tu vas chez Uniqlo dans un magasin, il n'y a pas de double XL. Le maximum, c'est XL. Bah, va trouver du double XL maintenant. Tu vas aller chez Uniqlo, tu vas aller chez Zara. Zara, peut-être, tu as du double XL, à la limite. Mais frère, double XL, Ouais, quand il y a plein de gens, ils rentrent pas dans le double XL, Bien ou alors sûr. ils sont serrés, Bien boudinés. sûr. C'est des bonhommes Michelin et c'est dégueulasse, tu Ils ont vois. pas envie, ouais, bien sûr. Donc c'est important pour tu sais, le bien-être physique amène le bien-être mental et genre je sais pas moi, pour moi c'est trop important en fait de bien se sentir dans son corps, tu vois. On passe au business. Bah ouais. T'es chaud? Première question, business. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de ton premier gros cachet? C'est quoi que t'appelles un gros cachet? C'est plutôt toi. Ce que tu as estimé être un gros cachet. Bah à l'époque mon premier gros cachet c'est sur Validé. Ok. Avant, donc, pas dans la musique. C'est pas la musique qui m'a donné mon premier gros cachet et on parle de ça, c'est 2500 €. Donc c'est un peu ridicule. Ouais, ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes. Mais sauf que pour tu moi c'est t'attends. énorme parce qu'en une semaine j'ai pris le salaire que je prenais pas en un mois avant dans l'hôtellerie. Ouais, ouais, voilà. Donc, super. Je prenais 500 € par jour net. J'étais grave content. Je tournais 5 jours. Le lundi, j'avais 2500. Ouais. Et bah, j'ai acheté une télé à mes parents et j'ai payé des factures que j'avais. J'avais des dettes T'as pas d'électricité, de flambé. trucs, de machin depuis 3 mois. Et pour la petite histoire, c'est que je suis rentré au bout de la première ou deuxième semaine de tournage. Je suis rentré chez moi parce que je dormais à l'hôtel à Aubervilliers parce qu'on tournait sur Paris, donc c'était plus simple. Et moi, j'habitais au fin fond du 7-8. Donc je dormais à l'hôtel à Paris, mais le week-end, je suis rentré chez moi. Et ben, je rentre chez moi le week-end et je me rappelle à l'époque, j'étais avec une meuf et tout. Et je rentre chez moi le week-end, tac, on rentre chez moi et tout, tac, j'ouvre la porte, j'allume, pas de courant. Là, frérot, ça te fait un truc. Parce qu'ils m'ont coupé le courant parce que j'avais pas payé mes factures depuis 3 mois. Donc évidemment que le premier truc que je fais avec mon chèque, c'est de payer ma facture d'électricité, d'offrir une télé à mes parents parce que j'ai pas envie, j'en ai marre de voir leur télé qu'ils ont depuis 10 ans dans leur maison. Je leur achète un bel écran plat et vas-y, tu vois, si j'ai 120 € à mettre dans une petite paire, je vais m'acheter une paire de chaussures parce qu'en vrai, j'ai 2 paires de baskets dont une paire de chaussures de sport, tu vois. Donc ouais, c'était un peu... C'était la hasse, comme on dit, quoi. Se dire, ouais, c'est un kiff, se dire, putain, ça y est, je peux, entre guillemets, avoir cette liberté. J'ai plus le trac de ne pas pouvoir payer mes factures, de qu'on me coupe l'électricité et tout, tu vois. Tu sais, la boule au ventre du paiement refusé, je l'ai eu trop d'années, en fait. Je l'ai eu trop d'années. C'est vachement dur. On dit c'est une charge mentale parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as tout le temps au fond de toi, tu sais, dans la pensée, de te dire, putain, et le mois prochain, et ce mois, la fin du mois, etc. Donc, Ah, gros, moi, je les comprends, les gens. Et c'est fou Je les parce que- comprends parce que je l'ai vécu trop de fois. En fait. Mais en fait, moi, je pensais pas à ce point-là parce que tu es connu quand même depuis bien avant Validé dans la musique. Non, pas vraiment. Hein. En fait, je te parle de valider quand je suis dans le tournage. Ok. En fait, moi, en gros, mon premier freestyle chez Spliante, il sort en 2018, octobre 2018, fin octobre 2018. Le tournage de Validé commence en mai. Mais entre fin octobre 2018 et mai, j'ai sorti 7 freestyles, je crois. 6 ou 7 freestyles. Mais ces 6 ou 7 freestyles, ils m'ont pas ramené d'argent parce que je suis signé chez un producteur. Ça fait pas des streams de ouf. C'est juste ça me fait monter dans le rap. Je passe de 500 à 1000, puis à 2000, puis à 5000, puis à 10 000, puis à 15 000 abonnés. Quand Validé commence, je suis à 15 000 abonnés. ok. Peut-être 12 000, tu vois. Mais je génère pas d'argent, j'ai pas créé d'économie autour de ma musique. Ouais. Je suis signé chez un producteur, j'ai un contrat, je touche 17% de ce que lui il gagne, tu vois. Enfin, en gros, c'est ça. D'ailleurs, ça peut choquer les gens, que tu touches entre guillemets 17. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas pour critiquer son ancien producteur. C'est comme ça un peu dans la musique. Souvent, c'est vrai que l'artiste, tu as un petit pourcentage par rapport à ce que tu génères. Oui, mais c'est lui qui te met les moyens pour mettre ta musique en place. C'est Ouais. lui qui paye le studio, c'est Bien lui sûr. qui paye les clips, c'est Si lui qui t'éclates, paye c'est grâce à lui. le stylisme encore en partie. S'il y a du stylisme à payer, c'est lui qui va le payer. Donc en vrai, c'est logique. Ouais, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui l'accepte. C'est pas tout le monde qui l'accepte, mais si tu es capable de faire
et que tu as les moyens pour te produire, vas-y. Ouais. Mais produire un artiste, ça veut dire payer de la promo sur YouTube pour que son clip soit plus vu, payer des attachés de presse pour que les médias en parlent. Tu vois, c'est toute une économie derrière. En vrai, un producteur, il est rentable qu'au bout d'un certain temps. Mais au début, c'est que de la perte. Ouais, il investit sur toi en fait. Il investit sur toi en disant un jour, ça va revenir. Bon, Ouais. c'est revenu fois je ne sais pas quoi. Ouais, mais sur combien d'artistes? Des fois, il y en a peut-être aussi où il a Bah, investi lui, sur par plein exemple, d'artistes. c'était un producteur qui avait plein d'artistes. Mais en vrai, il a réussi à transformer l'essai avec 2 ou 3 sur 50 qu'il a dû avoir ou Ouais, 30 voilà. qu'il a dû avoir, tu vois. Donc c'est normal aussi que forcément, il faut qu'il compense un peu ses Et pertes. quand ça rentre via un artiste, ça permet d'alimenter tous les autres petits artistes qui peuvent marcher ou ne pas marcher Ouais, derrière, ouais. tu vois. Ouais, bien sûr. c'est En pas une gros, son science label, exacte. sa structure, elle va vivre grâce aux gros artistes. C'est les gros artistes qui tirent les petits artistes. De la même manière que dans les maisons de disques, c'est parce qu'il y a telle ou telle personne dans un label qu'on peut se permettre de signer tel ou tel petit artiste en développement parce qu'on a les moyens de le faire. Et que si on n'avait pas ce gros artiste qui ramène beaucoup d'argent, on ne pourrait pas développer les petits artistes. Ou dans le cinéma. Dans le cinéma, les gros films qui tirent le cinéma français, c'est peut-être, je sais pas, ça doit être 5 ou 10% qui tirent les 90 autres % du cinéma français qui permettent de produire des films. Donc quand les gens critiquent, je sais pas moi, tu sais, t'as des gens, ils aiment bien les ayatollahs du cinéma, ils vont critiquer, je sais pas, un film de Ahmed Silla. Mais frérot, Ahmed Silla, il finance à travers ses succès, il finance tous les petits films d'auteurs de merde que Ouais, vous faites, qui ont moins qui ne marché. marchent pas, mais qui n'auraient jamais même pu exister s'il n'y avait pas eu les films d'Ahmed Silla qui faisaient rentrer de l'argent dans les caisses de Gaumont, Pathé, etc. Tu vois. Ah, c'est intéressant. Donc cette économie-là, les gens, ils l'ont pas en tête. Mais les gros artistes sont la locomotive de tous les petits artistes. Et si t'as pas les gros, t'auras jamais les petits. À Ah, moins bien que les sûr, s'il y a petits, pas d'oseille. ils se débrouillent autrement, tout seuls, dans leur chambre, et qu'ils attendent qu'un jour ça pète sur TikTok, ou truc, ou machin. Ouais. Mais ça, c'est des faits rarissimes. Aujourd'hui, il y a encore des artistes qui sont développés, et pour qui les patrons de labels mettent beaucoup d'argent sur la table pour les développer. Moi, demain, je suis producteur, je développe une artiste, je vais être en perte pendant très longtemps avant de pouvoir me dire « Ok, j'ai rentabilisé Ouais. Et une fois que tu as rentabilisé, c'est là où ton artiste va te dire Ouais, c'est comment, faut que je mange plus ?» Mais frérot, t'es un ouf, faut que tu manges plus. Ok, viens, on s'assoit autour d'une table. C'est pour ça, moi, dès le début, je préfère donner un contrat qui est avantageux pour l'artiste. Ok. Tu lui files pas un contrat de merde, tu lui files un bon contrat où il se sent respecté et où il va pas venir te voir au bout de 6 mois que ça commence à faire un petit bruit pour te dire faut qu'on change. Parce que tu lui auras mis toutes les clés en main déjà dès le début pour pouvoir vivre de sa musique et être un peu confortable. Mais le jour où ça rentre, avant de rentrer dans ta poche à toi, je vais peut-être faire rentrer dans la mienne pour combler le trou que bien j'ai sûr. fait pour Watt. Bah, que T'as c'est capté? rentable. Voilà, c'est tout. Si j'ai dépensé 500 000 euros, frère, faut que mes 500 000 euros ils reviennent dans ma poche. Toi, tu Et produis qu'ils des reviennent artistes et que je remette 500 000 derrière, tu vois. Tu produis des artistes Là, j'ai une artiste là. Enfin, j'ai 2 artistes. Ok. Ouais. Stylé. 2 chanteuses. Ok. Ouais. C'est beaucoup de boulot. Là, pour l'instant, je suis au tout début. Ok. Parce qu'il y a une artiste. C'est des artistes de The Voice En fait, il y a une artiste, c'est une artiste de The Voice. Et qui s'appelle Alia, que j'ai amenée en finale de The Voice. Qui est ultra talentueuse et tout. Et l'autre artiste, en vrai, c'est ma femme. J'ai récupéré son contrat, elle est chanteuse, donc bon, Ok. c'est moins compliqué, quoi, tu vois. Puis en T'avais vrai, des contacts. tu sais, genre l'argent que je dépense pour que ma femme elle marche, en vrai, dans tous les cas, ça revient à la fin dans ma poche, tu vois. Enfin, Il n'y a bref, pas voilà. d'histoire de pourcentage, je veux dire. C'est Ah, il y a moins grave pas problématique. d'histoire de pourcentage. Bah, s'il y avait des histoires de pourcentage, frérot, ça fait longtemps qu'on aurait discuté, elle et moi, parce que pour l'instant, je suis vraiment en perte de ouf, tu vois. T'as capté, mais non, mais il n'y a pas ces histoires-là. Et même avec Alia, tu vois, c'est très fluide, ça se passe bien. Et c'est à la confiance. C'est moi, j'ai envie de t'apporter ça dans une logique de tous les deux être respectés et de se sentir à l'aise avec ce qui se passe. Il faut qu'on se mette d'accord sur un truc qui nous mette tous les deux bien, tu vois. Donc moi, évidemment que j'ai été artiste, je ne veux pas te ramener un contrat où je vais prendre tant de pourcents et que c'est abusé sur tel truc, alors que je sais dans les faits que c'est pas comme ça. Mais il y a des gens, quand ils ont un petit artiste qui connaît rien en face d'eux, ils les douillent. Moi, avant, j'avais une artiste qui a arrêté la musique depuis, mais que j'avais signée. La meuf, quand je l'ai signée, elle était genre en mode « Ok, on y va ». Et je lui ai dit « Non, il n'y a pas de on y va, frère. Je t'ai proposé un contrat, tu vas prendre un avocat. Ouais, regarde. Tu prends pas le même avocat que moi, parce que je vais pas te donner mon avocat pour défendre tes intérêts à toi, parce que dans tous les cas, à la fin, s'il y a un problème, il va défendre mes intérêts à moi avant les tiens, et c'est pas correct. Donc tu vas prendre un avocat, tu vas m'envoyer sa facture, c'est moi qui vais te payer ton avocat pour défendre tes intérêts, Ah ouais, même sympa. si ça me fait chier moi, parce que ça va changer des termes du contrat et ça va me coûter de l'argent, mais au moins, moi, je suis carré, droit dans mes baskets, t'as capté ?
Mais ça, t'as un mec sur 8000 qui vont le faire parce que justement, moi, j'ai la mentalité où j'étais de l'autre côté. Ouais. Donc, j'ai pas envie qu'un artiste vienne me voir en me disant « Ouais, tu m'as niqué sur le contrat. » Non, ça, c'est impossible, frère. Tu peux pas me dire ça. Parce que si tu me dis ça, c'est que t'es ingrat. Toi, tu as eu l'impression de t'être fait niquer? Oui, après, ça a été des discussions. Et puis après, bon, ça s'est fini pour d'autres raisons de manière très conflictuelle. Mais en fait, au début, il y avait des pourcentages où ils prenaient. Et je me disais, genre, en vrai, dans l'industrie, personne ne prend ça sur un artiste. Ça n'existe pas. Genre, tu vas faire une pub, je sais pas, pour une marque de vêtements, il y a 100 000 €, ben, tu vas garder, lui, il va prendre 40%. Mais Alors en fait, sur les placements, la com de placement de produits, dans le milieu, elle est entre 10 et 20. Ok, ouais. 25, c'est déjà abusé. Mais quand tu prends 40%, Ouais. poteau, Il a voulu manger en fait sur d'autres domaines qui de base, il n'y avait pas. oui, mais sauf que c'est des domaines qui aujourd'hui sont très importants, surtout pour un artiste comme moi. Moi, il y a un moment donné où, pendant longtemps, la musique m'a plus fait manger via l'endorsement, les contrats de partenariat avec des marques, d'ambassadeurs et tout, plus que juste la musique. Parce qu'en fait, la musique, je touchais 17% de beaucoup de ventes, mais ça restait que 17%. Ouais, ouais. Alors que frérot, quand tu vas faire des contrats, tu travailles 2 jours, 3 jours, tu as 5 stories à mettre et tu prends 130 000 €, ça va. Tu vois, genre, elle est belle, tu vois, genre, c'est bien. Mais sauf que derrière, lui, il va prendre 40% de ça. Mais t'es un fou, toi. En fait, si c'était la règle, j'aurais rien dit. Mais vu que c'est pas la règle dans l'industrie, pourquoi toi, tu vas te permettre de faire un truc qui est même pas genre dans la norme? Tu vois, c'est bizarre un peu. Donc, faut juste discuter, que tout le monde ait conscience de ce qui se fait et ce qui se fait pas, écouter les besoins et les envies de chacun. Et voilà, moi, tu as vu, par exemple, l'artiste que j'avais signé à l'époque, elle m'avait dit, elle avait déjà un peu conscience de c'est quoi la musique et elle m'avait dit, moi, j'aimerais avoir une partie de mes éditions, être un peu ma propre éditrice parce que c'est le nerf de la guerre. Quand tu es auteur, interprète, quand tu es auteur, un artiste qui écrit ses textes, il va toucher de l'argent sur ses textes via la SACEM, mais s'il n'est pas éditeur de ses œuvres, bah, en fait, il va toucher que sur la partie auteur, mais il ne va pas toucher sur la partie édition. C'est un peu technique, mais en gros, là, c'est comme si je lui ai dit, genre, bah, vas-y, crée ton label, deviens indépendante et on fait une coédition. Ok. Mais ça ne se fait jamais avec un artiste qui vient d'arriver. Un artiste qui vient d'arriver, tu dis, bah non, frère. En fait, c'est moi, je vais prendre les éditions, je suis en train de mettre de l'argent sur Watt. Mais comme toi, tu as ce besoin et cette gamberge de dire, je veux me développer déjà, me professionnaliser au maximum, moi, je respecte ça. Vas-y, let's go. On s'arrangera, on trouvera un moyen pour que moi, je rentre dans mes frais d'une autre manière. Confiance aussi de te dire. Et voilà. Et moi, si toi, c'est un truc qui compte pour toi d'être indépendante et tout, vas-y. Khalas, vas-y, let's go. Fais ton truc et t'inquiète pas. Tu vois, parce qu'il faut savoir écouter. Et plus tu vas écouter, plus personne peut venir te voir et dire ouais, tu m'as un truc là sur ça, c'est pas correct et tout. Non, frère, tu vas pas venir me voir. La meuf, elle a arrêté la musique, je lui ai même pas demandé de me rembourser l'avance que je lui avais donné alors qu'on n'a rien sorti. Tu vois? Je lui ai juste dit, bah vas-y, ramène le MacBook, comme ça je l'ai à la maison et je peux l'utiliser pour une autre artiste. Mais c'est tout. Je t'ai acheté 5 000 € de matos, je t'ai pas demandé 1 €, je t'ai donné 6 000 € d'avance, je t'ai pas demandé 1 €. Tu as travaillé, tu m'as dit que j'arrête la musique pour des motifs personnels, je vais pas venir te voir et dire donne-moi 6 000 € que je t'ai avancé et que je suis censé récupérer sur tes ventes de disques qui n'auront jamais lieu. Tu vois, c'est bizarre. Certains l'auraient fait, moi c'est juste que je suis pas à ça près. Sachant que c'est dur, c'est qu'elle a même pas essayé, au final t'as rien sorti, donc tu te dis bon. J'ai même pas eu la rentabilité possible, j'ai même pas eu de possibilité d'être rentable. Puis surtout, elle a arrêté pour des raisons qui sont tellement personnelles. Tu sais, genre, frère, tu vas pas. Ça y est, frère, elle a arrêté pour ça. Ouais, tu bon, vas pas en vrai, respect, genre, vas-y, tu vois, continue ta route et c'est très bien. Genre, tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce qu'on en parlait un peu en off aussi, mais du coup, après, une fois que tu as commencé à toucher plus d'argent et tout, par rapport aussi à ce que tu as vécu avant, est-ce que tu as flambé ou tu as plutôt directement investi, fait attention un peu à tes rentrées d'argent? Flambé, en fait, j'ai jamais flambé de manière démesurée. Ça m'est arrivé de faire des trucs de con, tu vois. Genre les trucs les plus fous que j'ai fait? Ouais. Je sais pas, me retrouver. Alors pour certains, ça va être ridicule, tu vois, mais genre, je sais pas, me retrouver à avoir 1 heure avant. Genre, j'ai un rendez-vous, mais j'ai 1 heure à tuer et je vais aller faire du shopping et je vais niquer 13 000 €. Ok. Bah, Pour acheter des choses que jusqu'à présent, j'ai porté peut-être une fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça, par exemple, c'est flambé, c'est débile. Mais au moment où je le fais, ça me fait du bien
Donc je l'ai fait quelques fois, truc, tu vas dépenser 8, 10, 15, vas-y, t'es content. Tu vas chez tel magasin pour acheter juste une ceinture, au final tu repars avec 2 pulls, 3 t-shirts, un pantalon, tu vois. C'est cool, mais en Toi, vrai, c'est moi dans c'est les surtout… sapes en général quand t'as flambé un peu. Ouais, en fait, moi, par exemple, ma première voiture, moi, les gens, ils me croisaient dans les stations-service. J'avais déjà pété de ouf, machin. Ils me croisaient dans la station-service, j'avais une Ford K ou une 208 et ils me disaient, mais ouais, j'étais un ouf, toi, t'es resté normal, en fait. Je dis, bah, frère, en Ouais, vrai, c'est pas ce oui, qui te parce fait que c'est kiffer. de la perte financière, tu vois. Genre, si tu réfléchis un peu économiquement, une voiture, c'est forcément de la perte. À moins que tu achètes une voiture de collection. Moins que des sables quand même. Et bah, tu sais quoi? Non. Tu sais pourquoi? Parce que les sapes, c'est l'image. Et donc, l'image, Ah. ça participe au bon fonctionnement de ta musique. Alors que la voiture, en vrai, tu vas pas mettre ta voiture dans tous tes clips. Ou alors, t'es un plouc. Et moi, en vrai, je crois que je l'ai jamais fait. Les seules voitures que j'ai mis dans mes clips, c'est genre ma Ford K qui était toute pourrave, frère. Et j'avais mis ça à l'époque au début. Et je mettais ça dans. Je m'en disais, ouais, je m'en fous, moi, j'assume, frère. Tu vois, j'assume, je suis comme ça, frère. Je vais pas jouer un rôle. Ouais. Donc, ça, non, vraiment, ma première voiture luxe, par exemple, je l'ai achetée il y a 1 an et demi, bientôt 2. T'as acheté quoi? C'est un Touareg. Bah, elle coûte 100 000 euros, tu vois. Ah ouais, Je c'est l'ai beau, pris en un leasing Touareg. sur la société. En fait, c'est juste la voiture que j'ai, genre, que je rêvais d'avoir. Ok. Parce que j'ai croisé Pour une te fois au souvenir de Maroc. tes ancêtres. Hein? Pour te souvenir de tes ancêtres. Ah bah moi, mes ancêtres, ils sont pas Touareg. Non, mais tu sais, tu connais pas le son de Médine. De quoi? Ah oui, Je roule en bien Touareg. ouais, belle ref, belle ref. Bah tu vois, ouais, bah, c'est vrai que ça a participé un peu. Parce que moi, j'ai toujours bien aimé le Touareg. Mais en fait, je suis parti au Maroc il y a 2 ans, je crois, en séminaire. Et j'ai vu des mecs au McDo de Guéliz, ils avaient 3 Touareg noirs, full black. J'ai pété un plomb, je dis, ouais, elle est trop belle cette voiture. Et après, quand j'ai eu envie de m'acheter une voiture, je réfléchissais, machin, truc. J'ai dit, en fait, ça, en vrai, j'ai vu personne avec. Encore aujourd'hui, je vois personne avec le Touareg. J'ai kiffé, je l'ai pris. Et en vrai, elle me prend un fric monstre. Ça sert à rien, frère, tu vois. Mais je suis content parce que j'ai ma belle voiture. En vrai, j'ai tellement roulé avec, c'est confortable de rouler dans une belle voiture. Mais sauf que je l'ai achetée. Enfin, je l'ai prise en plus, je l'ai prise sur la société en leasing et tout. Sauf que je le prends. C'est pas genre j'ai rien investi et le premier truc que je fais, c'est ma voiture. Ouais. Moi, quand je prends mon Touareg, j'ai déjà 10 appartements. Ok. Ouais, Donc c'est limo. Moi, c'est limo. Moi, c'est limo. Okay. Bon, j'ai fait 2-3 trucs à côté qui n'ont pas forcément tous marché. Quoi, plus des business genre j'ai fait une société d'achat et vente de véhicules. On importait des véhicules d'Allemagne et tout machin. Mais après, tu connais, en fait, c'est un truc, il faut être à fond dedans. Le problème, c'est que et mon associé et moi, on a des business à côté principaux. C'est-à-dire ça, c'est un side business pour nous deux. Okay. C'est-à-dire beaucoup injecter pour acheter. Mais après, galérer à faire réparer, revendre, parce qu'on achète des véhicules accidentés. Il faut faire les cartes grises, les IMAT, il faut aller à la préfecture, machin. Il faut avoir que ça, quoi. Moi, je gère pas ça. Lui, il le gère, mais sauf qu'il n'a pas le temps. Ça veut dire, tu vois, c'est compliqué. Donc, c'est des pertes d'argent. Mais en même temps, à la fin, on va quand même essayer d'être un minimum rentable quand même, tu vois. Mais c'est pas le truc où ça m'a pas rapporté d'argent. Pour l'instant, ça m'en a fait que perdre. Mais moi, c'est l'IMO. L'IMO, premier truc, j'ai acheté, tag, ok, je veux une maison. J'ai fait un beau coup, j'ai acheté une maison, bam, on l'a fait rénover avec le prêt travaux. La maison, aujourd'hui, elle a pris de la valeur de ouf. C'est-à-dire, déjà, je suis en bénéfice sur celle-là. J'ai acheté encore un truc, je voulais mettre mes bureaux dedans. Donc, du coup, je l'ai acheté et puis je le loue à ma société. Comme ça me permet de faire de la charge sur ma boîte. Moi, j'ai mes bureaux avec mon studio. En même temps, on va pas se mentir, je vivais dans mes bureaux, donc c'était aussi un peu mon appartement en quelque sorte, tu vois. J'étais tout le temps là-bas. Et puis après, vas-y, t'en achètes un autre. Tu vas acheter ta villa là-bas, tu vas acheter ton appart là-bas. Donc là, t'as 10 biens immobiliers en gros. Ouais, en fait, c'est surtout IMO, quoi. Ouais. T'as différentes sociétés, là, tu disais, t'as deux ouais, en fait, j'ai deux SCI et une société genre achat-vente de véhicules, comme je vous disais là. Okay. Et mon label. Voilà. Okay. Ouais, donc tu gères déjà pas mal de… En fait, j'aimerais bien faire plein de choses, mais j'ai aussi un peu la tête sur les épaules. Tu fais de la musique, t'es chanteur, t'es acteur, quoi. Oui, non, mais ça, quand je te dis… la base du truc. Oui, bah bien sûr. En fait, il y a plein de manières de rentrer de l'argent après quand tu fais ces métiers-là, tu vois. Mais ouais, en tout cas, dans la manière d'investir, pour moi, le plus palpable et le plus intéressant, c'était ça. Je me suis jamais trop mis dans autre chose. Parce que déjà, j'aime bien. Aussi, entre guillemets. En fait, moi, il y a un truc que je kiffe, c'est trouver un bien, imaginer comment je peux le retaper. Tac, je fais les devis, je me dis, ok, en vrai, là, il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire. Moi, j'ai déjà acheté une maison, j'ai signé les papiers. Et le dernier jour, je me suis rétracté parce que je me suis dit, en vrai, non, je le sens pas. Et le dernier jour, je me rétracte. T'as capté? Genre, laisse tomber, on annule. Ok.
Tu vois, parce que sentais pas le tu potentiel. changes, tu réfléchis, tu dis potentiel, machin, truc. Ok, bah vas-y, laisse tomber. Mais il y en a, genre, parce qu'il faut repérer, il faut trouver le bon secteur, tu vois. C'est intéressant, en fait, d'étudier. Et puis, plus tu vas être dans un secteur, plus tu vas comprendre le secteur, comment il fonctionne, quels sont les endroits intéressants, stratégiques et tout. Ah, ils vont ouvrir un métro, là, ils vont ouvrir truc. Ok, là, c'est bien, c'est intéressant, machin. Comme tu dis, c'est aussi savoir prendre un peu de recul. Tu sais, on disait un peu en off, tu sais, nous, on va faire la formation, la Master Life. Et ce qu'on dit un peu d'un point de vue business, c'est comme la voiture. Tu achètes une voiture neuve. Par exemple, ton premier cachet, pour nous, tu n'as pas faim. Tu n'as pas vraiment flambé, comme tu dis, 2-3 trucs. Mais par rapport à ce que tu gagnais, voilà, c'est pas parce que 2-3 fois, tu achètes un peu trop de ça. Moi, je me suis toujours dit, faut pas que ça représente plus de un tiers. Et quand je te dis un tiers, c'est beaucoup. Faut pas que ça représente un tiers de ce que j'ai. Ok. Donc, en vrai, j'ai jamais flambé un tiers. Ouais. Mais voilà, tu vas te faire un voyage, il va te coûter 15 000 balles, tu vas ramener tous tes potes avec toi, tu vois. Et forcément, ça coûte cher, parce qu'à chaque fois que vous allez au resto, c'est toi qui paye. C'est aussi du plaisir, Ouais, ça, c'est c'est des pas Bah, c'est moments. du plaisir, frère. Et puis tu t'arranges vois. pour le placer. Tu vas tourner un clip là-bas en même temps, comme ça tu vas rentabilises un peu ça. rentabiliser ton truc. C'est ça. Et tu vois, sur l'immobilier, ce que tu disais, je trouve que c'est bien, c'est que les gens, des fois, ça va être leur premier achat immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou du locatif. Et en fait, ils veulent un truc bien, qui leur plaît et tout. Mais le problème, c'est que le jour où tu revends, tu vas peut-être même pas faire de plus-value. Alors que si, comme toi, c'est ce que tu disais, tu arrives, tu te projettes un peu, tu te dis, OK, des fois, il faut en visiter plusieurs pour en trouver un bien. Mais tu te dis, OK, si là, je pète ce mur, je refais ça et je change ça, bah, potentiellement, je peux prendre des fois 10, 20, 40% de plus-value. Et pour moi, je trouve que c'est ça, tu vois, où les gens… C'est bien de faire beaucoup d'argent, mais tu ne sais jamais ce que demain est fait. Et bah, au moins, tu te mets à l'abri avec ce genre d'investissement. Ouais, et puis il faut faire attention aux matériaux que tu vas mettre, parce que ça dépend si tu veux faire si tu veux vivre dedans, si tu veux faire du locatif, Ouais, si ça tu va veux aussi. acheter juste pour revendre. En vrai, plus tu vas mettre un truc neutre, mieux ça va être. Ouais. T'as vu, tu veux arriver, mettre du marbre, des trucs machin, déjà c'est has-been en vrai de vrai. De deux, si tu veux revendre ou louer, potentiellement ça peut ne pas plaire à la personne, donc la personne elle peut ne pas prendre le bien juste parce qu'il y a ça. Ouais. Quand tu arrives avec un truc neutre, au moins, eh frère, tu veux faire du locatif? En vrai, ton locataire part du principe où il va t'enculer ton appartement. C'est vrai, Ton appartement, il va te forcément. le tuer. C'est-à-dire, tu vas partir avec la caution, mais les réparations elles vont te coûter plus cher que ce qu'il t'a laissé en caution. Donc, si tu as mis du matos qui est genre middle, Oui, qui ça est te coûte pas moyen trop cher. plus, bah ça va te coûter moins cher de changer ça Ouais, que si ouais. tu changes un truc qui est haut de gamme pour un mec qui en vaut pas la peine. C'est vrai, c'est T'as capté? vrai. Et de toute façon, tu loues pas plus cher. Mais Les tu gens, vas ils pas louer savent pas, plus tu cher. vois. Tu vas pas louer plus cher parce que ta cuisine, c'est une Ça rajoute Odette aucune ou valeur. une Ikea. Parce que lui, ce qu'il loue, c'est un emplacement. Est-ce qu'il y a une place de parking Ouais, c'est et vrai, quelle c'est vrai. surface? Tu C'est vois? vrai. Quelle surface, quel emplacement? Est-ce qu'il y a une place de parking? Des trucs genre de pratique de la vie de tous les jours, quoi. Il y a une crèche? Ok, bah c'est celui-là qu'il nous faut. Bah ouais, mais la Ouais, crèche, c'est toi, vrai. tu vas faire quoi? C'est pas parce que tu as mis une salle de bain en marbre à 15 000 Ah, mais euros carrément, je suis d'accord. que le mec il va plus te prendre ton appart parce que ça se trouve à côté il y a un truc un tout petit peu moins luxe, mais il y a la crèche à côté. Donc lui Ouais. il va préférer celle-là, tu vois. Bah vrai. voilà. Bon, bah intéressant en tout cas. Écoute, ouais, on essaye de se diversifier. s'amuser et puis surtout il faut se dire en fait, moi je pars du principe depuis le début, c'est venu avec beaucoup de travail, mais c'est venu d'un coup, ça peut repartir d'un coup. Ce Mais qui est qu'est-ce pas que je fais si facile. demain ça repart? Évidemment, ce serait mentir que de dire j'ai envie d'aller retourner travailler. Mais s'il faut, tu vas travailler, frérot, parce qu'en fait, il faut nourrir ta famille, tu vois. Mais si tu as fait le nécessaire pendant ta carrière, au moment où ça rentrait, Ouais, exactement. te sécuriser et ne pas avoir à faire ce truc-là, bah c'est bien. Parce que si demain ça s'arrête et que tu peux juste vivre comme un rentier avec tes loyers qui tombent et que tu vas peut-être réduire un peu ton train de vie parce que tu as moins de rentrée d'argent, mais de l'autre côté, en vrai, ça rentre tellement facilement de l'autre côté que tu peux développer des side business à côté, je sais pas, tu Ouais. développes un site, je sais pas, tu te mets à faire de la peinture, tu vends tes œuvres d'art, ce que tu veux, frère, on s'en fout. Mais juste avoir toujours 1, 2, 3, 5, 10 matelas de sécurité. C'est juste ça en fait que je me dis, c'est d'avoir toujours des matelas de sécurité. Ouais, De je me trouve dire, que c'est si bien. j'ai pas ça, au moins, tac. Demain, je suis en galère de ouf. Je sais pas, moi, je vis aux États-Unis, j'ai une hospitalisation à payer, j'ai 50 000 euros que je dois lâcher, par exemple. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Imagine, j'ai pas les sous. Imagine, j'ai pas les sous. Bah, on vend ça, vas-y, prends la montre, va la vendre, tac, tu vois. Ouais. C'est juste des trucs en cas d'urgence. Après, c'est bien de garder les choses le maximum, parce qu'une fois que tu as tout remboursé, c'est royal d'avoir des biens immobiliers. Tu as ouf. tout remboursé ton truc, en 15 ans, 20 ans, tu l'as remboursé.
Frérot, ça veut dire dans 15-20 ans, en vrai, t'es assis sur un lourd, t'es assis sur 2 lourds, sur 3 lourds, sur 4 T'as lourds. préparé ta retraite. Tu vois, comptes t'as ta préparé ta personne. retraite parce que quand t'as 4 lourds pour ta retraite, frérot, si t'es un minimum intelligent, ces 4 lourds, tu peux les replacer dans autre chose qui va te ramener de l'argent. Tu vois, c'est. Même mal placé, te rapporte de l'oseille bien. Parce que même retraité, tu peux toujours faire de l'argent. Bien Même sûr, si t'es bien vieux et que t'as arrêté d'être actif dans la musique ou dans le cinéma ou ce que tu veux, bah en vrai, c'est cool. Et en vrai, par exemple, le cinéma, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption. La Ouais, musique, il y ouais. en a un petit peu plus que le cinéma. Cinéma, en vrai, les mecs, ils tournent de 20 à 80 ans. Tu vois? Tout dépend de leur talent, tout dépend de s'ils ont envie de tourner, mais tu peux, T'as- t'as la t'as des possibilité rôles pour d'avoir tout des âge, rôles tout ouais. le temps. Bah ça, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Et d'ailleurs, toi, tu étais dans la musique. Comment tu as atterri dans le cinéma? Ouais, ils sont venus me chercher. Voilà. Et ils ont vu mon freestyle et ils ont bien aimé. Pour valider. C'est Ok. aussi simple que ça. Ils ont vu un Lequel? freestyle chez Spliant 1 ou le 2. Ok. C'est franchement, l'histoire, elle est comme ça. Ils m'ont Toi, appelé, ils m'ont dit. tu cherchais pas spécialement à faire du. En fait, si, moi, je cherchais dans le sens où, genre, l'histoire elle est trop belle, c'est que 2 semaines avant, je dis à ma daronne, ouais, j'aimerais bien faire du cinéma. Et 2 semaines après, bam, même pas, 3 jours après, on m'appelle, on me dit, ouais, vas-y, ça te dirait de passer le casting pour une série qui s'appelle Validé, Franck Gastambide? Je dis, bah ouais, grave. Et j'arrive, tac, je veux passer le casting, tac, lis le texte et tout, machin. Pff, ok. Sur le coup, tu l'as eu le texte? Bah, genre, ils me l'ont envoyé la veille, je crois, fallait que je l'apprenne, je l'ai appris un peu. C'est comme quand t'apprends un poème à l'école, tu vois. Ouais. Et puis au Sachant que final. t'avais pas fait de cours d'acting, tu n'avais pas fait d'école. Ouais, c'est-à-dire c'est vraiment, je suis allé au naturel, quoi, tu vois. Ouais, vas-y, on te revoit la semaine pro, on tient au courant et tout, faut qu'on te revoie, machin, et te revoit, et une deuxième. Il y a combien d'étapes? Moi, il y en a eu 3. Il y a eu 3 rencontres. Ok. 3 rencontres, à la 3e, je savais que c'était bon. 3 fois, à chaque fois, tu as dû, je veux dire, jouer, montrer. Ou des fois, c'était juste un entretien comme ça. Je crois qu'il y a eu 2 castings, et le 3e, en fait, il y a eu un entretien. Ok. Mais genre, c'était un entretien en mode, bon, si vous êtes là, vous doutez que c'est bon signe, donc, voilà. T'as réagi comment, genre, quand t'as su que t'étais pris? Parce qu'en fait, tu pouvais pas, toi, projeter, te dire que ça allait être un succès pareil non plus. Mais du coup, tu réagis comment, genre, t'es. Après, il faut se dire qu'au moment où Franck il m'appelle, il vient me faire taxi. Mais déjà, le thème, il est Les incroyable Kaira, pour un Pattaya. jeune rappeur. La série, elle est ambitieuse, mais en même temps, c'est très casse-gueule. Donc, tu sais pas trop où t'en es. Tu te dis, le mec, il a quand même le vent en poupe, mais en même temps, le sujet, il est un peu tendu. Est-ce que ça peut plaire à tout le monde? Est-ce que truc? Ouais. Mais en même temps, si quelqu'un peut le faire, c'est lui, parce que lui, il a la manière d'amener un truc de banlieue, de quartier, et de le rendre un peu populaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, comment je l'apprends? Bah, frère, comme beaucoup de choses dans ma vie, je l'apprends sur un tapis de course. C'est genre, je réponds comme ça à un appel. Et ouais, allô, allô, c'est Franck. Pouf. Attends, je me pose. On va mettre en marche, là, marche rapide. Et puis là, ouais, bah c'est voilà, c'est pour te dire, bienvenue dans la série et tout, t'es pris, machin. Et là, mon pote, quand l'appel il se termine, tu mets le tapis à 15-16, tu cavales, tu vois, t'es content. tu vois. Ouais. Donc c'est lourd. Stylé. Et du coup, c'est quoi que tu préfères le plus? La musique ou le cinéma? C'est dur de choisir entre papa et maman. Maintenant, la musique, ça reste mon premier amour. 60-40 peut-être pour la musique, tu vois. 70-30 pour la musique, mais j'adore le ciné, en fait. T'aimes C'est faire juste les que deux. c'est juste que j'ai moins fait de ciné. Ouais. Donc ce serait bizarre de dire que je préfère le ciné alors que j'en ai beaucoup moins fait. Vraiment beaucoup moins, tu vois. T'as un acteur, toi, genre, que tu trouves, voilà, pas dire ton acteur préféré, mais Denzel. Denzel Washington. Ouais, Denzel, c'est- frère. c'est Denzel number one. Washington, frère, c'est imbattable. Ok. Ah, c'est inarrêtable, frère. Genre C'est incroyable. Dans quel film tu trouves il est vraiment au-dessus? Flight. Ok. Flight. Il joue le rôle d'un pilote qui est alcoolique. Ok. Un pilote de ligne qui est alcoolique et en fait, en gros, un matin, il se lève encore une fois complètement bourré de la veille et tout. Et le mec, il est drogué, alcoolique. Bref, il a une vie de merde, tu vois. Genre, il a que des mauvaises habitudes, il baise à droite, à gauche et tout. Et en fait, comme d'habitude, il démarre son vol, tac, pilote automatique, hop, il se verse son petit cocktail, tac, il boit pendant le vol. Et en fait, l'avion, il y a un truc qui lâche dans l'avion, genre un réacteur, le deuxième. Et là, mon pote, comment il va faire? Il se réveille, tout le monde est en panique, l'avion est... Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une manœuvre que personne n'aurait tenté, mais parce que lui, c'est lui et qu'il est alcoolique et bourré, il tente la manœuvre. Ok. Il arrive à sauver tous les passagers du vol, sauf 2-3 qui sont morts, je crois, un truc comme ça, dont une hôtesse de l'air avec qui il couchait et tout.
Et en gros, tout le film tourne autour du procès de ce mec-là, à savoir qu'il a sauvé tout le monde alors qu'il y a genre plein de simulations qui ont été faites et que personne n'arrive à faire ce qu'il a fait. Mais il a tué 3 Mais personnes. en même et temps, était il a bourré. tué 3 personnes Et et il il était était bourré. alcoolisé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le contexte, il est bizarre. C'est-à-dire que le mec, il est bourré et Ouais, il a tué c'est un des gens. sauveur, mais mais de en l'autre côté, il a sauvé tout l'avion et que avec tous les autres pilotes qui ont été testés, l'avion se crashait et il n'y avait aucun survivant. Et c'est fou, en fait. Et toute l'histoire tourne autour du procès et de sa lutte contre son alcoolisme et le fait d'arriver aux audiences bourré. regarderai, Parce que ouais. le mec, il arrive aux audiences, des fois, genre, tu vois, Ouais, c'est un vrai alcoolique. en c'est un fait, il besoin. a un vrai alcoolisme et genre il a une équipe autour de lui, un staff, tu sais les union reps, c'est en gros les représentants syndicaux qui viennent et qui l'encadrent en mode on va te défendre. Mais fais pas ce bol, frère. Genre, va pas te bourrer la gueule alors que demain on est au tribunal. Et le mec, genre, il y a que des phases de ouf. Et en fait, il y a une phase qui est incroyable où en fait il est devant le frigo et il le regarde et genre il se lèche les babines. Et le frigo de l'hôtel, le minibar. Et en fait, c'est pas sa chambre, sauf qu'il a une chambre, collée à la sienne avec une porte communicante. Et en fait, il passe dans la chambre d'à côté et il se rend compte que dans la sienne, il sait qu'il n'y a pas de minibar parce que son équipe, Ouais. ils ont tout viré. Sauf que en fait, tout le minibar que lui, il avait, ils l'ont mis dans l'autre chambre. Ok. Donc quand il arrive, en fait, il tombe dessus. Sauf que c'est le moment décisif et tout. Et il regarde le frigo et la scène, elle est classique, mythique. Genre, tu vois, il regarde le frigo, il se lèche les babines et il part. Et tu te dis, ah, il a réussi. Et là, d'un coup, en fait, le plan, il est au ralenti et d'un coup, tu vois, pouf, il saisit une mini bouteille de Sky. Et en fait, là, tu te dis, ah, ouais, en fait, le mec, il va jamais réussir, quoi. C'est incroyable. Par contre, j'ai spoilé le film de ouf. Ils auront aucun plaisir à le regarder. Et en musique, un artiste que tu trouves aussi pareil. Je dirais Kendrick Lamar pour le côté rap et Billie Eilish pour le côté pop. Ok. Les deux avec chacun leur force, l'intérêt de les écouter et pourquoi je les aime autant et tout, mais les deux sont des artistes incroyables que j'aurais certainement jamais la chance. J'aurais jamais la chance ni le talent pour atteindre leur niveau, tu vois. On parle un peu politique. Dernièrement, tu as partagé pas mal de choses sur le génocide palestinien. Est-ce que tu as vu des portes se fermer depuis que tu as fait ça? Alors non seulement il n'y a pas de porte qui se ferme quand tu parles du génocide palestinien, et si jamais il devait y en avoir qui se ferment, c'est que c'était pas des bonnes portes. Donc, non. Ok. Mais moi personnellement, j'en ai Et pas vu. tu penses qu'il n'y en a pas? Je pense qu'il y en a, mais Ça t'a tellement pas les impacté. portes pourries que c'est, quoi, tu vois. Enfin, genre, je m'en fous d'être invité à telle ou telle émission parce que je parle pas de la Palestine, tu vois. J'en parle, si tu veux pas m'inviter parce que j'en parle, bah tant pis. Moi, je suis en phase avec moi-même. Parce que moi, ça et ce que je suis en tant qu'homme dans la vraie vie, c'est plus important que mon image d'artiste, ce que je vais faire pour développer ma carrière. Et t'as vu, faut pas avoir l'argent dans le cœur. Donc, pour moi, le plus important, c'est ce que tu as pour les autres, pour l'humain et l'humanité en général dans le cœur, plus que l'argent. Et si tu penses que à ta poche tout le temps en disant ah, je vais pas parler de ça, c'est pas mon rôle, je suis qu'un artiste, machin, ok, très bien. Moi, mes modèles en tout cas d'artistes, c'est des gens qui ont parlé, donc je parle. Je respecte les gens qui me disent je ne parle pas parce que je ne suis qu'un artiste, mes convictions ne sont pas censées rentrer en ligne de compte, etc. Ouais, c'est un choix Ok, après. soit c'est ton choix, ça me dérange pas. Par contre, moi, j'en parle. Et c'est pas pour autant que je vais dire les autres, c'est des vendus, tu vois. Bien C'est sûr. juste que moi, mon combat à moi, c'est ça. Et peut-être qu'il y a plein de sujets sur lesquels je ne m'exprime pas et que potentiellement, je suis peut-être un vendu pour certains parce que j'en parle pas, tu vois. Après, je pense que je parle quand même pas mal de choses. Donc, si on vient me voir en me disant que je suis un vendu sur des sujets, peut-être. Mais à la limite, vas-y, discutons, tu vois. Mais non, ouais, les portes qui se ferment, ça me dérange pas. Là, à l'heure actuelle où on tourne là, cette vidéo, donc on est fin juin, il va y avoir les élections, par exemple, législatives en France. Ouais. Toi, c'est quoi un peu ton regard par rapport sur la situation, l'ambiance un peu, qu'on parle de politique, mais surtout l'ambiance générale un peu en France, comment tu ressens les choses? C'est nul. Ça fait de la peine un peu, je trouve. Ça fait longtemps que j'ai plus de la peine pour la France. Hein. Ah ouais? Ouais, non, ça fait longtemps que j'ai plus de la peine pour la France parce qu'en fait, ça fait longtemps que la situation, elle est là. Là, les gens, ils en parlent, mais en fait, j'ai l'impression que tous les 2-3 ans, le RN est aux portes du pouvoir. La dernière fois, c'était aux élections présidentielles. La fois d'avant, c'était encore aux européennes ou aux législatives ou trucs, tu vois. Donc,
En vrai, je vais pas te mentir, ça fait longtemps que je me suis habitué à avoir ce climat-là. Ça fait longtemps que les paroles se libèrent, que les langues se délient et que les gens sont de plus en plus extrêmes d'un camp et de l'autre, tu vois. Le problème, c'est la gestion. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Pour moi, c'est mon point de vue. Mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes, c'est pas qu'elles sont ignorantes ou quoi que ce soit, mais si tu regardes les journaux qui sont dirigés par certaines personnes, on le sait, c'est quelques familles milliardaires qui contrôlent tous les journaux, que ce soit la presse, les journaux télévisés. Et du coup, il y a un certain type d'information. Et pour moi, les gouvernements qui sont succédés, ils ont fait beaucoup de merde. Ils ont fait que ça a créé notamment de la pauvreté, on a une dette, machin. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est trop facile, c'est quand ça va pas, c'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute à l'immigré, c'est de la faute à telle personne. Et c'est comme ça qu'il faut monter pour moi les extrêmes. C'est qu'en fait, on se remet tous la faute et c'est trop facile de taper sur l'immigration, sur ce genre de choses. Alors que l'immigration en France, il y en a toujours eu. Je veux dire, qui a pas d'origine en France, c'est très faible, tu vois. Déjà, il y a toujours eu de l'immigration. De deux, l'immigration a en majorité participé à la reconstruction et l'essor du pays dans les années où c'était capital. Aujourd'hui, la France, s'il n'y avait pas eu les immigrés, ce serait la Bulgarie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ce que je sais, je pense, j'ai pas le pourcentage. Et c'est pas pour dénigrer la Bulgarie, c'est juste que c'est un pays d'Europe de l'Est qui est moins important dans le monde en termes de puissance militaire, puissance économique, puissance culturelle que la France. Et c'est un fait, c'est même pas genre une question. Il y a plein de pays qui sont en dessous dans l'Europe, pour ne parler que de l'Europe, qui sont en dessous de la France en termes de puissance économique, culturelle, etc. Maintenant, si tu enlèves l'immigration, dis-moi elle est où la puissance culturelle, dis-moi elle est où la puissance économique, dis-moi elle est où la puissance même militaire. Mais frérot, parce que moi, quand je vois les camions de militaires qui tournent dans Paris, c'est que des enfants d'immigrés ou des immigrés. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont que français de souche, tu vois. Ouais. Donc t'enlèves ça, t'enlèves les gens qui ont permis de reconstruire la France et qu'on a parqués dans des banlieues en les laissant et après en disant démerdez-vous. De toute façon, on va vous exploiter. En plus de ça, l'honneur de votre pays, de votre patrie, on ne le reconnaît pas. Quoi? L'esclavage? Ça n'a jamais existé, on ne va pas le reconnaître. Bon, en fait, finalement, on a décidé de le reconnaître, mais il ne va rien se passer de plus. On va vous faire, tu vois? Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, en fait, oui, l'immigration a joué un rôle capital dans ce qu'est notre pays aujourd'hui. Elle nous a permis de vivre tous ensemble, dans la différence, de pouvoir voyager partout dans le monde et se sentir un petit peu chez nous, parce que chez nous, il y a de la mixité sociale, il y a de la mixité ethnique, et qu'on se sent, en tout cas, je parle entre gens intelligents et civilisés, on se sent à l'aise dans la mixité. On ne se sent pas mal à l'aise. Maintenant, que des gens se sentent mal à l'aise, ça ne me dérange pas. Et c'est compréhensible pour les gens qui vivent dans des zones parfois les plus reculées où il n'y a pas cette immigration, il n'y a pas cette mixité sociale et ethnique. Le problème, c'est que la mixité ethnique, ils ne la connaissent qu'à travers ce que les médias véhiculent. Et si les médias véhiculent telle image de la mixité sociale et ethnique, du coup, forcément, ça explique pourquoi ils vont voter pour les extrêmes type Bardella. C'est les immigrés qui prennent notre pain. Mais va expliquer aux petits paysans que ce n'est pas les immigrés qui prennent son pain. Lui, dans sa tête, ce que CNews dit, c'est la vérité. Mais la vérité vraie, c'est que l'immigré, ou le fils d'immigré, ou le petit-fils d'immigré qui vit dans une cité à Pierrefitte, ben ce mec-là, il a à peu près le même niveau de vie que toi dans ton patelin à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Vous gagnez à peu près les mêmes sommes, vous êtes exploité à peu près de la même manière. La misère sociale, elle est autant présente dans les campagnes, dans les zones les plus reculées, qu'en banlieue. C'est juste qu'on va diaboliser la banlieue et on va la mettre en opposition aux petits paysans parce que lui, il est français de souche et qu'on va dire « T'as vu, c'est de sa faute à lui ». Mais non frérot, c'est pas de sa faute à lui. La vérité vraie, c'est que les plus riches de notre pays, ils font un peu la pluie et le beau temps. Je ne vais même pas rentrer dans un truc complotiste, mais la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui créent beaucoup d'emplois, qui ont des sociétés de multimilliardaires, mais qui redonnent pas beaucoup, ou quand ils veulent, ou parce que c'est bien. Bien sûr, genre, ils vont redonner à Notre-Dame. Non, c'est les on va petites faire des dons PME. pour Notre-Dame, machin, tu vois. Ceux qui payent, comme ils disent, c'est les PME, c'est les gens qui ont certaines sociétés. Mais
faut C'est pas les ultra riches. Faut pas croire, les lois, elles sont faites pour les riches, elles sont faites par les riches et pour les riches. Donc le mec, comme tu dis, qui est multimilliardaire, faut arrêter de croire qu'il paye tous les ans des centaines de millions, des milliards d'euros à la France. Ces gens-là, si tu rapportes au pourcentage de ce qu'ils payent, quand tu as une marge d'imposition qui monte jusqu'à 45 en France, ces gens-là, je veux dire, ils payent 2-3% d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent parce que ils ont une armée de fiscalistes qui optimisent, ils mettent l'argent dans des trusts étrangers, genre, je veux dire. Et c'est là où je trouve que c'est, entre guillemets, c'est mal fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est cyclique. On est arrivé, malheureusement, un peu à un sommet d'un cycle parce qu'on a surexploité la machine et que la France, et je trouve ça dommage, mais la France, dans 20-30 ans, ce sera un 20, 30e, 40e pays au point de vue économique du monde. Pour moi, il va y avoir un vrai problème. L'intérêt, c'est qu'on ne sera plus là pour le constater. Tu parlais de complotisme tout à l'heure. Ouais. T'es dans ces bails-là un petit peu Non, pas du tout. Vacciné Je suis totalement à l'inverse de ça, moi. Ouais, je suis vacciné. Tu regrettes pas? Ça n'a rien changé à ma vie, c'est juste que ça m'a permis de prendre l'avion quand j'avais besoin de prendre l'avion, voyager quand j'avais besoin de voyager. En vrai, frère, si t'es complotiste pour le vaccin, bah ne sors pas de chez toi quand t'es à Paris. Parce que ce que tu respires toute la journée à Paris en termes de pollution et de microbes, c'est peut-être en train de baiser ton organisme à long terme beaucoup plus qu'un vaccin que tu as ingéré une ou deux fois après avoir fait un rappel. T'as capté? Genre les gens qui me disent « non frère, ça va te ruiner le cerveau, ils t'ont mis une puce, ça va créer des maladies cardiaques et tout. » Mais frérot, en fait, moi je te vois le samedi soir, tu vas te mettre des mines. C'est ça qui va te faire mourir. La première cause de mort en France, c'est l'alcoolémie, c'est les drogues légales ou illégales, c'est ce genre de choses-là. Mais demain, tu as fait un vaccin. Certes, peut-être qu'il y a des risques, peut-être qu'il y a trucs, machin. Mais au quotidien, tu as des risques quand tu sors de chez toi. D'accord, est-ce que tu poses les mêmes questions? Que de l'avoir fait, tu avais moins de risques de tomber malade ou pas? Non, moi je l'ai fait juste parce que en fait, il fallait le faire pour que je puisse vivre tranquillement. Ta liberté. C'est juste pour vivre tranquillement que je l'ai fait. Pour toi, c'est un truc, entre guillemets, tu le compares à aller boire le samedi soir ou alors… En fait, si on m'avait dit genre… si tu avais eu le choix de ne pas le faire. Si on m'avait dit par exemple, genre, c'est comme si tu dois boire tu dois manger un verre de terre pour pouvoir ressortir de chez toi, bah, j'aurais mangé un verre de terre. Pas parce que c'était bon pour ma santé ou parce que je n'étais pas conscient des risques, juste parce que, frère, j'ai besoin de sortir de chez moi, donc je vais manger un verre de terre. Retrouver de la liberté en fait. Et mais entre ça… J'aurais pu faire un faux pass. Mais regarde le nombre de gens, moi, que je connais, qui ont fait des faux passes, arrivé à l'aéroport, bam, votre passe, il est faux, parce que votre médecin, il s'est fait péter, donc, truc, machin, vous prenez pas l'avion. Frérot, t'es fou. Ça y est, frère. Retrouver une liberté. Fais ta picouse, fais Tout ton le problème, rappel, ça y est, frère. Moi, je trouve le problème, en fait, c'est qu'ils sont, au nom, je veux dire, du risque et tout sanitaire, ils ont enlevé des libertés humaines. Ça veut dire qu'ils ont obligé un vaccin à des gens qui n'en avaient pas forcément ni le besoin, ni l'envie. Et c'est là où… En fait, ils l'ont obligé pour des travailleurs qui n'en avaient pas envie, genre les travailleurs médicaux. Ouais, et surtout, pourquoi ils l'ont obligé? Parce qu'en fait, ils l'ont obligé parce qu'ils ont détérioré l'hôpital, le système, le service de santé en France, et que du coup, bah, quand tu divises par 3 ou 4 les lits en hospitalisation, ce genre de choses, et que en fait, tu payes mal les gens, que petit à petit se barrent tous qui s'en peuvent plus, bah oui, tu n'as plus personne qui peut accueillir des malades, et donc en fait, on a très vite été saturé, donc ils disent ouais, c'est de votre faute parce que vous transmettez la maladie et tout. Enfin bref, mais… Je veux dire, en gros, tu étais obligé de te faire vacciner pour retrouver une liberté qui, normalement, est fondamentale. Ouais, après, frère, ce serait pas la première ni la dernière fois que les libertés sont entravées, tu vois. Non, moi, personnellement, en fait, toute cette période-là, je l'ai vécue. J'ai le luxe, et c'est très sincère, j'ai le luxe de l'avoir vécu d'une manière qui est un peu plus douce que la plupart des gens. Dans le sens où j'ai une société de musique. Donc je pouvais justifier de certains mouvements, certains trucs. Ouais, tu sais, moi, je pouvais sortir de chez moi. C'est pareil, mais… En vrai, je pouvais sortir de chez moi, je me faisais une attestation moi-même parce que je devais aller au studio. Je pouvais bouger. Moi, j'ai voyagé. Je suis allé au Mexique. Wallah, l'avion, il y avait… je sais pas, il devait y avoir 30 personnes dedans. J'avais genre 6 banquettes juste pour moi dans l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai dormi allongé sur 4 sièges alors que j'avais payé un siège. Tu vois? Parce qu'il n'y avait personne dans l'avion. Et c'est un luxe de pouvoir aller en plein Covid au Mexique. Genre, moi, pendant que les gens étaient à Paris avec des masques. C'est ça aussi, c'est dur pour certains. Nous, c'est pareil, on avait la chance, on avait les maisons, l'extérieur, on pouvait se faire des attestations. Entre guillemets, le Covid, c'était chiant. Tu peux pas aller au resto avec tes amis ou quoi, mais on l'a pas trop mal vécu. Mais les gens, tu vois, comme là, on est à Paris, tu loues un appart, tu as un petit appart, tu n'as pas d'extérieur. Je pense que c'était très dur pour eux. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, on est ultra chanceux, frère. Il faut en avoir conscience. Donc moi, je vais pas commencer à me plaindre du Covid, alors qu'en vrai, j'en ai été très chanceux. Et en même temps, j'ai été extrêmement touché par le Covid.
Parce que moi, au moment où j'explose, c'est au moment où mon économie doit faire un énorme boom. C'est là où il y a tout le Covid qui tombe et que du coup, Pas de il y a concert. restrictions budgétaires sur toutes les marques. Moi, frère, il y a des marques qui m'appelaient, ils disaient ouais, on a tant de budget et tout machin. La semaine d'après, ils t'appellent, ah, désolé, restrictions budgétaires, on annule la pub. Je ne serai pas ambassadeur pour telle marque de parfum, telle marque de luxe, machin. Showcase, ouais, frère, showcase. Au moment où j'ai Angela, normalement, je fais un showcase tous les soirs minimum. Quasiment 5 jours sur 7. Ça veut dire qu'à la fin de l'été, j'ai rentré peut-être 800, 900 000 euros peut-être, ou un demi-million, tu vois. Mais ça… Ouais, ça annule tout du c'est jour au mort. lendemain. Moi, j'allais dans des boîtes, je faisais un showcase. Et genre, showcase, c'était en mode ultra restrictif, les keufs devant, masque et tout. Le lendemain, la boîte, elle fermait parce qu'il y avait eu trop de gens et qu'il y avait la préfecture qui avait fait un arrêté. Après mon showcase, elle fermait. J'ai fermé au moins 4-5 boîtes comme ça. Et j'en ai fait 15 dans l'été. Attends, 15, c'est t'avais un ridicule. masque toi pendant le showcase? Avant, après. Et si je montais sur scène sans le masque, genre fallait que je monte dans le chemin pour traverser la foule pour aller sur scène, fallait que j'ai le masque parce qu'il y avait des keufs qui regardaient. Et s'ils me voyaient sans le masque dans les loges ou là-bas sur le chemin pour monter sur la scène, genre ils pouvaient arrêter le showcase. Genre c'était un délire, frère. Les gens dans le public, j'étais obligé de leur dire pendant le concert, s'il vous plaît, remettez le masque en boîte de nuit, frère. T'as capté? Ma femme, elle a dû accoucher avec un masque. T'imagines? Genre, elle le descendait en dessous du nez comme ça. Il lui disait remontez votre masque, s'il vous plaît. Contraction, vraiment, pendant qu'elle était en train d'accoucher, quoi. C'est quand même un scandale. Athènes, il franchement. est sorti bébé masque. Ouais, Athènes, il est sorti, il a vu sa daronne en masque la première fois. Ça a été une période très compliquée à vivre pour beaucoup de gens, mais je pense qu'on reste les plus chanceux, donc on ne peut pas s'en plaindre. Bien sûr. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont flous, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit fais un vaccin, ça va faciliter ta vie. Je m'en fous que ça me guérisse ou je sais pas quoi, frère. En vrai de vrai. Si j'étais dans ça, je serais parano pour plein d'autres choses. Et du coup, ça voudrait dire que je sortirais pas beaucoup, que je serais pas en train de faire ma chiche, que tu vois. Genre, ça, en vrai, ça me baisse plus la vie que faire un vaccin, concrètement. En vrai. Le mec qui sort tous les samedis soirs et qui boit 1 litre de rhum, frère, ça lui baisse plus sa vie qu'un vaccin. Mais les gens, ils en ont pas conscience. Bon, bah sur ce, c'était cool. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. C'était intéressant. On a bien mangé. C'était très bon d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Black and White. Black and White. Franchement, bravo, c'était très bon. Et Pause bleue. Pause bleue, voilà, exactement. Grosse force à Ibra. Et puis franchement, la séance était lourde. Je pense que voilà, Chat and Cheat Meal, les gens vont kiffer. Dites-nous en commentaire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bien sûr, allez check Attic dans tous ses projets. Bah merci pour l'invite les gars, hein. Franchement ça fait plaisir, force dans tous les projets, je sais qu'ils sont très nombreux. La prochaine fois, c'est toi qui suis une séance à nous. La prochaine fois c'est moi qui suis une séance à vous, exactement. Lourd. Laisse-moi me préparer, ouais lourd. Du lourd. Lourd, ah bah ça va être du lourd. Laisse-moi me préparer un peu du 3 et reps. vas-y c'est bon. Ça va être du 3 reps, mais tu sais la 3 reps qui te rend Hulk, tu vois. Ouais. Mais vas-y, avec plaisir, avec plaisir. Bon, c'était Alex, PJ, et on avait la chance d'avoir Attic avec nous aujourd'hui. On se dit à très vite, et surtout d'ici là, Gardez la pêche.